ce que vous avez là, c'est la possibilité de reprendre votre destin entre vos mains. C'est que tout à coup, là, on avait la main mise sur le rythme, la puissance qu'on voulait donner à notre épargne et le rythme de vie que l'on pouvait atteindre au moment où on considérera qu'on a atteint cette retraite. On a tous les outils pour pouvoir le faire à plus ou moins long terme et quel que soit l'endroit d'où on part, on peut y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec cette finance-là. Alors, c'est aussi possible avec la finance traditionnelle, bien sûr, mais dans des délais qui souvent nous permettent pas de, ou en tout cas, on ne peut pas le faire seul. On doit confier à quelqu'un le fait de le faire. Et là, on confie à personne. C'est à nous. Mais le transfert de responsabilité n'est plus possible. Je sais qu'on le fait beaucoup et qu'on le pratique beaucoup. Les conseils, c'est une chose. Le transfert de responsabilité, c'en est une autre. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que socialement, les cryptos nous rendent le pouvoir là-dessus, mais elles nous rendent le pouvoir avec un certain prix qui est on doit prendre nos responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël. Comment ça va, Raphaël ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Eh ben, écoute, moi je suis vraiment très content de t'accueillir sur le podcast. Je vais te dire un truc que je t'avais peut-être pas dit, mais quand on s'est rencontrés, c'est plus ou moins toi qui m'as donné l'idée de faire ce projet-là. Je vais être honnête avec toi. Parce qu'on a eu une super discussion et c'est vrai, alors tout tourne autour du magasin Gosselin dans lequel on travaille tous les deux. Oui. C'est un peu un hub crypto, c'est ce que je réalise parce qu'il y a beaucoup de mes clients ou de mes collègues qui sont dans la crypto. Et bon, c'est des discussions qu'on a souvent dans la journée. Et très souvent, je me suis pris à penser que ça aurait été cool d'avoir un micro pour enregistrer la discussion qu'on vient d'avoir. Parce que, mine de rien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, tu vois, pour les personnes qui commencent, qui se lancent dans la crypto. Et particulièrement avec toi, la discussion qu'on avait eue, ça m'avait mind blown. Tu m'avais amené plein de points. J'étais comme, oh my god, c'est tellement intéressant. J'avais tellement le goût de creuser plus. Donc, déjà, merci de m'avoir lancé l'idée du coup de faire ce podcast. Et je suis content enfin de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Voilà, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux te présenter qui tu es et puis comment t'es rentré un petit peu dans le monde des cryptos? Eh bien, donc je m'appelle Raphaël Hautefort, je viens d'un milieu plutôt technico-artistique, c'est-à-dire que moi je suis issu d'une formation à la fois technique en ingénierie en bâtiment et travaux publics. Après ça, j'ai fait une formation en psychologie Ok. et une licence d'ergonomie. C'est un peu bizarre tout ça comme parcours. Tout ça était lié à mon parcours en fait, à ma frustration de comprendre les systèmes et en fait d'évoluer dans un monde que je comprends. Donc c'est pour ça que la construction c'était très bien, c'était super, on apprend plein de choses, plein de règles pour bâtir des objets. On applique ces règles et on applique ces règles en travaillant avec des humains, c'était aussi super, mais ça me passionnait vraiment pas pour le coup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relations humaines finalement. J'étais beaucoup dans des bureaux à faire des calculs et des remontrances. Et en fait je me suis orienté vers la psychologie et l'ergonomie plus exactement, c'est-à-dire l'interaction de l'homme avec son outil de travail. Donc c'est ce qui a guidé en réalité toute ma carrière professionnelle, qui a été tumultueuse, surtout au début. Mais voilà, donc tout ça m'a amené dans des sphères beaucoup artistiques aussi, parce que je suis musicien. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai été chef de publicité grand compte pour une revue économique, j'ai été directeur d'un service après-vente pour une grande marque d'aspirateurs sans sac. Ok, on la citera pas, C'est ça, mais on voit c'est qui. pas de ça ici. Et vous avez un beau slogan, pas de sac, pas de perte d'aspiration. Ah, c'est bon. Je C'est m'en toi qui l'as rappelle. inventé? Non. Ouais, c'était ça le premier slogan, hein. Oh my god. Donc moi j'ai développé le service après-vente en Europe et j'ai fait aussi j'ai été directeur d'un vidéoclub, j'étais présent au tout début du streaming, j'étais un des précurseurs, en tout cas j'avais demandé à cette chaîne parce que c'était une grande chaîne de vidéoclub, je leur avais dit là oubliez les cassettes, les DVD, les Blu-ray, tout ça, ça va mourir. Ça coûtait extrêmement cher. Hmm. Voilà, donc j'avais construit un premier prototype de box pour faire du streaming en location. Et 2 ans après, en France, TF1 a lancé le premier service de streaming européen. Donc c'est dommage, ils n'avaient pas pris le truc, ils ont fermé aujourd'hui. Tant pis pour Ah eux, tant pis merde. pour moi aussi. J'aurais peut-être été super riche, mais Ouais. sûrement j'aurais été moins épanoui qu'aujourd'hui. En fait, toute Donc, cette philosophie personnelle de toujours chercher à comprendre le monde dans lequel j'évolue, cette comment dire aussi cette bagarre un peu intérieure que j'ai toujours, c'est-à-dire entre liberté
règles et créativité, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là, tu as la liberté au milieu, tu as la règle que j'aime vraiment appliquer, j'aime bien tirer des règles et comprendre les règles, mais j'aime bien aussi créer des choses à partir de rien ou à partir de ce que j'ai appris. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me trouver professionnellement jusqu'à ce que je rentre dans les milieux de la communication, de la production documentaire notamment, c'est là que j'ai vraiment, comment dire, développé mon être, enfin mon moi, j'allais dire, Hmm. plein professionnel, c'est là que je l'ai développé. Et dans la pratique aussi de tout ce qui va autour de cette pratique documentaire. Donc j'ai fait beaucoup de photographies documentaires pour des magazines, beaucoup de magazines scientifiques. Je m'attachais beaucoup aux problématiques de conservation et de transmission du patrimoine. Donc c'est voilà d'où je viens. Et je suis tombé dans la crypto. Donc tout ça, ça nous a amené jusqu'en 2017 à peu près. Et en 2017-2018, voilà, je suis rentré dans la crypto. C'était mes premiers actes de foi dans cette chose Et étrange. est-ce que tu en avais entendu parler avant et tu avais juste pas prêté trop attention ou c'est vraiment la première fois que tu entends parler de Bitcoin, c'est en 2017? Non, j'avais déjà entendu parler de tout ça avant. Alors évidemment, les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier, c'était la monnaie du dark web. Ouais. C'était le seul moyen de payer des choses sur le dark web. Donc j'en entendais toujours parler de manière évidemment négative, puisque dès qu'on parlait de dark web, on parlait trafic, on parlait illégalité, en tout cas s'il ne s'agit Hmm. pas de trafic au sens légal du terme. Donc ça allait des abonnements frauduleux pour la télé en streaming jusqu'aux armes, la drogue, mais aussi les plans de telle ou telle chose qu'on voulait se fabriquer ou imprimer en 3D. Tu Ouais, vois, c'était vraiment... absolument. Donc j'avais plutôt une connotation, il y avait une connotation négative à tout ce qui m'arrivait. Ouais. Donc c'est vraiment cette période 2017, j'en entends parler autrement que comme quelque chose de négatif. Et 2018, c'est là où je me dis, ok, Il y a un là, je truc. me penche extrêmement sérieusement sur le sujet parce que ça me touche en termes de, bah, comme je disais tout à l'heure, mon triptyque règles, liberté, créativité. Je me dis là, il y a quelque chose qui me fait vibrer là-dedans. C'est intéressant parce que tu sais, en crypto, on a le trilemme tu sais, décentralisation, scalabilité, sécurité. Je vois que tu as ton propre trilemme à toi. Ouais, Et c'est intéressant comment, parce qu'au final, des fois, les gens qui sont trop dans les règles arrivent pas à avoir le côté un peu créativité, ouverture d'esprit, potentiel et un peu pionnier, comme toi, tu disais tout à l'heure, tu as filé un peu le truc avec le service de streaming de vidéos. Je trouve que c'est vraiment une double compétence qui est ultra intéressante. Le côté, je comprends bien les règles, mais comment je peux les détourner pour être créatif et faire quelque chose de nouveau. ouais, absolument. Il y a une, je dirais que ce qui m'a le plus appelé et attiré dans la crypto, c'était cette manière et cette souplesse à la fois qu'il y avait, c'est-à-dire une espèce de matière qu'on nous donne ou qu'on s'approprie et on peut transformer cette matière pour en faire quelque chose qui nous appartient. Donc j'aimais bien l'idée de partir d'un système mais qui était souple pour atterrir dans un autre système finalement qui était parallèle au système actuel ou en tout cas qui était une alternative et de pouvoir gagner une liberté en étant parallèle et parfois en étant tu vois en faisant des petites traversées pour rejoindre le système traditionnel puis revenir à cette chose qui était un petit peu plus artistique ou en tout cas un petit peu plus flou, un petit peu dans laquelle tu avais plus de liberté. C'était vraiment pour moi un terrain d'expérimentation. Au départ, hein, c'est vraiment comme ça que je le prends, un terrain d'expérimentation, évidemment financier ce terrain. Bien sûr. Euh, mais c'est vraiment, je me dis, waouh, tiens, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie c'est plus la musique, mais c'est l'harmonie de la finance, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a des règles et quand on s'en émancipe et qu'on crée quelque chose à partir de là, ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'est plus lié aux règles du système, mais on prend le système, on fabrique quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau peut exister. Et dans le système actuel financier, il n'y avait pas cette liberté-là. J'ai toujours eu une frustration en tant que chef d'entreprise. J'ai eu 4 entreprises. Et écoute, à chaque fois, c'est la règle, je l'adorais, de construire une entreprise, monter le projet, la fiscalité, l'optimisation de la fiscalité, la recherche de financement, de subventions, l'optimisation fiscale, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis après, une fois qu'on était là-dedans, il y avait une rigidité qui faisait que le système lui-même n'arrivait pas à appliquer ses propres règles avec souplesse, alors que c'est Hmm. lui qui les savait générer. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaisait beaucoup. Je voyais ce potentiel dans la blockchain et la crypto-monnaie. Je vais dire plutôt la crypto-monnaie au départ parce que Ouais, je n'avais pas idée du potentiel de la blockchain bien dans sa sûr. totalité. Mais la crypto-monnaie déjà me paraissait porter ses valeurs. Et les boîtes que tu as eues, c'était en France? Parce que ça met aussi un petit contexte culturel. Je sais qu'en France, on est très fort pour... on veut tout légiférer avant même d'avoir commencé.
alors que les Américains ont tendance à laisser faire, et puis si ça prend de l'ampleur, à ce moment-là, ils commencent à créer des règles, et c'est pour ça qu'ils nous ont coiffé au poteau sur plein d'innovations, alors que tu sais que les Français étaient pionniers dans la crypto-monnaie, hein. Si je dis pas de bêtises, un des premiers exchanges de crypto, c'était à Paris, c'était la maison du Bitcoin, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a Paymium aussi, qui est un des premiers exchanges Oui, avec tout Pierre à fait. Noisa, qui est une pointure aussi dans le domaine. Et c'est vrai que là, on voit les Américains qui sont en train de prendre de plus en plus. Bon, alors après, il y a un contexte économique et ils peuvent peser dans le marché bien plus que nous, on pourrait le faire. Mais même en général en Europe, quoi, on sent qu'on est tout de suite dans la règle. Donc là, les boîtes que tu as eues, toi, c'était en France et puis qu'est-ce qui fait aussi que tu t'es retrouvé au Canada? Ça, je suis curieux de voir ce qui t'a Ok. attiré là. Alors oui, les entreprises que j'ai eues, les premières, elles étaient en France, en partie à l'étranger aussi, puisque mon métier m'amenait beaucoup à l'étranger. Et parlons justement de cette notion d'optimisation fiscale et de rigidité que l'on Mhm. peut avoir parfois en France. Alors ce cadre-là, il est extrêmement rassurant, bien sûr, pour déjà l'économie du pays et son fonctionnement. Le fait de Mhm. toujours d'avoir des règles et de toujours vouloir éviter qu'il y ait des débordements, c'est une chose, mais c'est aussi un frein à l'innovation assez manifeste. En tout cas, pas à l'innovation en tant que telle, mais au passage à la production de ce qui a été innové. Mhm. C'est-à-dire que innover, on est vraiment super fort en France et c'est presque une culture qu'on a. On n'est jamais bien là où on veut toujours aller voir ailleurs. Je sais pas si ça va C'est doit vrai. aller avec notre caractère, ce truc-là. Et, euh, et donc, oui, il y avait ce côté qui était vraiment rassurant. J'ai créé mes entreprises en France, donc moi je travaillais beaucoup à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, beaucoup aussi en Afrique subsaharienne. Ok. Mais aussi je travaillais dans la région de la Russie, de la Mongolie, des choses comme ça. Donc j'avais aussi des entreprises à l'étranger et je me suis très vite aperçu que notamment quand je gérais des fonds étrangers, parce que j'étais amené avec ces entreprises à gérer des fonds étrangers, je faisais beaucoup de travaux sur la conservation du patrimoine, j'avais donc des budgets qui venaient de ministères je sais pas, de la Russie, de la Hongrie, du Sultanat d'Oman, du Congo. Tu vois, et quand ces fonds arrivaient en France, il y avait une énorme difficulté à pouvoir disposer de ces fonds pour les utiliser à ce à quoi ils étaient destinés. Tout ça parce qu'on avait des règles fiscales extrêmement compliquées, c'est-à-dire que je devais Mhm. prouver que cet argent n'était pas de l'argent blanchi et que moi, j'allais pas le blanchir. Wow, wow, attendez les gars, c'est un ministère qui me demande de faire ça, Ouais. Ouais, ouais. c'est pas un gars que j'ai croisé dans la rue qui m'a fait, tiens, je te fais un chèque de 100 000, est-ce que tu peux me facturer Non, c'était pas ça le truc, on Ouais. parle d'université américaine, enfin nord-américaine aux États-Unis. On parle de ministère des Affaires étrangères, on parle de ministère de la Culture, on ne parle pas du tout. Même ça devenait compliqué. Donc là, j'ai Ah décidé de ouais. monter des structures à l'étranger déjà, Ok. notamment à Dubaï pour travailler au Moyen-Orient. Ok. C'était vraiment là où était la plus grande souplesse. Et c'était pas une question là de fiscalité vraiment, c'était une Ouais, ouais. question de disposer des fonds au moment où j'avais besoin d'en disposer. Hein, pour donner un ordre d'idée, quand je recevais par exemple des fonds pour aller travailler à l'étranger, il pouvait se passer un délai de 6 à 9 mois avant que je puisse disposer de ces fonds. T'as la dinguerie, quoi. Parce qu'il y avait des enquêtes menées sur la provenance de ces fonds. Alors parfois c'était plus rapide, hein, parfois c'était anecdotique le délai, mais le problème c'est que c'était trop... Hypothétiquement, disons, il y avait un moment où je pouvais me retrouver en difficulté de trésorerie parce que cette Bah, trésorerie c'est n'était ça. pas disponible. Moi, mes clients, s'ils me... si je leur faisais faux bon, bah, du coup je perdais le client, mais je m'exposais aussi à des sanctions financières parce que je respectais pas mon Bien contrat. sûr. Et c'est en quelle Donc année la ça, première raison qui m'a Dubaï? fait partir, c'est ça. C'est en quelle année Dubaï? Parce qu'aujourd'hui on en entend beaucoup parler. C'est juste pour situer. Est-ce que c'était avant la grosse hype sur C'est Dubaï en ou est-ce que... 2000, alors attends, la première, enfin la société que j'ai ouvert là-bas, je réfléchis, hein, je fais appel à mes Ouais, c'est bien. 2015. Ok, donc ouais, c'était 2015. avant, parce que là on voit que tout le monde Ouais, s'expatrie là-bas. C'était avant là. Mais déjà c'était avant que intéressant. Dubaï devienne comment dire, un crypto-acteur, si je peux dire Oui, ça comme c'est ça ça. aussi. Ouais, non, Parce clairement. qu'il y a ça aussi, c'est que, alors il a fallu beaucoup de temps, hein, parce que là-bas c'est compliqué, justement, les histoires d'argent, il y a une énorme déontologie Mm. sur l'argent dans les pays arabes, les pays du monde arabe, notamment liés à leurs pratiques religieuses et au fait que bah, on rigole pas avec l'argent, on commerce pas avec l'argent. L'argent est destiné à avoir des choses, on ne fait pas fructifier l'argent, par exemple. La banque dans Mm. laquelle j'étais, moi, bah, je devais prouver que l'argent était dépensé pour des choses physiques ou des Ah prestations de ouais, services. Ouais, ouais, ça je t'as pas savais le pas. droit de faire commerce de l'argent. Tu peux pas, je pouvais pas, par exemple, dire, tiens, je vais placer de l'argent et ça va me rapporter de l'argent, je vais le laisser là. Non, là, c'était imposition totale. Il y Ah avait une ouais. imposition qui était extrêmement dure, mais disons que la règle de fonctionnement était vraiment intéressante et il y avait aussi un dynamisme qui était sans commune mesure. C'est-à-dire que quand j'ai appelé mon banquier que j'avais un problème, là-bas, bah, il me répondait ou il cherchait une solution, puis il me rappelait avec une solution ou
un moyen, aussi, c'était pas une solution d'utiliser, c'était en tout cas une solution de sortir du problème, même si on trouvait pas la solution avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à quitter, j'allais dire, ou plutôt poussé à aller chercher des alternatives Hmm. sur l'utilisation des fonds que j'avais pour travailler. Donc entreprise en France, entreprise aussi à l'étranger, et je dirais que j'ai jamais fait marche arrière parce que là, je suis en train de fermer ma dernière société en France, pas par désamour, hein, mais aussi par juste la simplicité qu'il y a à travailler ailleurs. Pourquoi ensuite je décide de venir au Québec? Je pense qu'on a voyagé dans à peu près 39 pays avec mon épouse. Quand même. On a été amené à peu près dans 39 pays. Alors on triche un peu hein, pour les Nord-Américains. Sachez que nous en Europe, quand on fait C'est 3 heures facile de d'auto, faire du on peut nombre voyager, on peut faire 6 pays différents. en Alors deux qu'ici jours. en 3 heures, on est Ou juste à presque. Montréal ou à Québec quand on part de Montréal. Donc on a un peu de... Ça peut paraître impressionnant ce chiffre. Disons les pays très éloignés, probablement une quinzaine ou une vingtaine. Et après avoir cherché un endroit où m'installer rapidement, disons que je me sentais un peu partout chez moi. Ok. Je me sentais pas mal à l'aise en France, mais il y avait une pression sociale, une pression fiscale, une pression du résultat qui était assez permanente et je la ressentais pas dans les autres pays. Alors je la ressentais pas parce que j'y habitais pas. J'y étais 3 semaines, un mois, 2 mois par an. Mais disons que je passais 6 mois à l'étranger par an et que quand je rentrais, je sentais cette pression. Donc je me suis dit, bon allez, c'est le moment, il faut partir, allons poser nos valises ailleurs. Pas ailleurs, ben, on a cherché, il y a des tas de pays dont je suis amoureux, à vrai dire, en tout cas en termes de paysage, de société, de... J'ai fait des rencontres incroyables, l'histoire, que ce soit un peu partout en Afrique, l'Afrique du Nord aussi, hein, j'ai fait pas mal les pays du Maghreb, mais tous les pays d'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Mais j'ai jamais trouvé un endroit comme le Québec où tout était réuni, c'est-à-dire une espèce à la fois de... Comment dire? Le rêve américain, je vais Ouais. l'appeler comme ça, En français. En parce que VF. tout était possible. Tout était possible, on n'est pas jugé pour ce qu'on a fait ou ce qu'on est en train de faire, on n'est pas jugé. Il y avait la sécurité, il y avait l'ouverture d'esprit, il y avait aussi le fait que ce soit francophone, mais tellement loin du monde dans lequel je vivais, dans la francophonie d'Europe. Mhm. C'était vraiment très éloigné. Tout ça a fait que c'est l'endroit où je me suis senti bien, c'est l'endroit où ma famille s'est sentie bien et où on s'est Mhm. dit, ben, On ce pose les sera ici. valises. Ce sera ici, ouais. Parce que tout y est plus simple, semble-t-il. Hmm. Et c'est Intéressant. un compliment, hein. Ouais, non, ouais, c'est ça. On parle d'éviter de compliquer la vie inutilement. Et en tant que chef d'entreprise, justement, et en tant que passionné de comprendre le système dans lequel on vit, la France est extrêmement complexe en termes administratifs. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dur, vraiment dur à appréhender. Dès qu'on entreprend quelque chose, on rentre dans des ah oui, non, mais dans ce cas de figure, là, 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 tout est vraiment complexe. Cette complexité, si on n'est pas un spécialiste des dossiers, elle nous freine. Ouais. Et j'ai trouvé ici, et dans d'autres pays, hein, mais j'ai trouvé aussi ici, dans l'entrepreneuriat au Québec, au Canada, mais au Québec, parce que je suis au Québec, qui a aussi des règles particulières. Ah, j'ai trouvé une simplicité quand même, c'est pas compliqué, c'est créer son entreprise, tout est fait pour qu'on ait envie d'investir, pour qu'on ait envie de démarrer une aventure entrepreneuriale. Je me suis dit, tiens, c'est nouveau ça pour moi. Hmm. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des freins, et au lieu d'avoir quelqu'un qui me dise, ouh, attendez monsieur, monter une entreprise, vous savez, c'est pas... Non, je sais, j'en ai déjà eu 3. Je sais, j'en ai déjà 2 en activité. Oui, mais vous savez, c'est compliqué. Non, ici, on veut créer une entreprise, on nous dit bravo, super, on vous encourage. Comment on peut faire pour vous aider? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous me proposez? Donc voilà pourquoi, notamment, on C'est est quoi au ici. menu? Ouais, ouais, Ok. c'est ça. Et puis, le monde du travail est beaucoup plus simple aussi. Donc toute cette simplicité, le monde du travail qui est le monde où circule l'argent, hein, parce que c'est Ouais, ça aussi bien sûr. dans ce système dans lequel on vit, c'est que si on ne travaille pas, si on a de l'argent et qu'on le dépense pas, pas de problème. Si on n'a pas d'argent qu'on le dépense, bah, on peut pas le dépenser. On n'a pas de problème non plus. Mais dans un système dans lequel on a de l'argent que l'on gagne et que l'on veut dépenser, faut que ça puisse circuler. Faut que ça puisse Bien sûr. circuler assez simplement et de manière assez évidente. Et ici, c'est le cas. Il y a une facilité à faire circuler l'argent. On est dans un pays qui accepte tout à fait et assume le capitalisme au sens la circulation des fonds, les services se paient, les gens sont payés pour ce qu'ils font, c'est normal. On est payé quand on est salarié par notre patron, c'est normal. On a le droit d'être exigeant avec notre patron, c'est aussi normal. Notre patron a le droit d'être exigeant avec nous, c'est normal. C'est quelque chose, c'est une vision qui est pas tout à fait, qui est un petit peu endormie en France.
Et sur la crypto-monnaie, parce que moi, tu vois, j'avais l'image au début que le Canada était assez pionnier parce que, alors, j'ai pas pu vérifier toutes ces infos-là, mais j'avais entendu parler qu'Hydro-Québec avait commencé à miner du Bitcoin avec leur barrage. Je sais qu'il y a eu des conférences assez tôt sur le sujet, déjà en 2012-2013. Je sais qu'il y avait des acteurs qui parlaient aux politiques pour voir ce qui était faisable. Et j'ai l'impression, dernièrement, les premiers ETF, tu vois, on a beaucoup parlé, et on y reviendra sur les ETF américains, mais les ETF canadiens Bitcoin existent déjà depuis quelques années. Euh, et là, j'ai l'impression que dans les 2 dernières années, c'est comme si on faisait un peu machine arrière. Il y a une espèce de crainte. Alors, je sais que le système bancaire canadien, il est un peu particulier. Et il est très conservateur, très protectionniste. Mais j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup d'exchanges qui ont dû fermer. Ça devient très difficile d'acheter de la crypto-monnaie, de la garder, etc. Et comment t'expliques ça? Ou comment est-ce que toi tu le perçois? Est-ce que j'ai une mauvaise vision de ça? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet. C'est-à-dire que j'avais aussi cette vision, par les informations qui m'arrivaient, hein, d'ouverture d'esprit et de. Je pensais d'ailleurs que c'était aussi une terre de promesses pour la Mhm. crypto-monnaie. Mais effectivement, fermeture d'exchange, on a légiféré, problème de fourniture d'énergie aussi, parce qu'il y a eu ça, je pense, sur la partie production. Donc je ne sais pas s'ils ont vraiment fait marche arrière sur la philosophie des cryptos, mais en tout cas, ils n'ont pas continué à la même vitesse que les autres, ce qui aujourd'hui nous met un peu derrière, j'ai l'impression, en termes d'adoption. Mm. C'est-à-dire que l'adoption se fait au sens de la communauté. Hein, Mm. mais au niveau des institutions et de l'appareil financier et des appareils fiscaux canadiens, bah, j'ai l'impression qu'on est un peu resté coincé. Ce qui était possible est resté possible, on nous l'a pas enlevé. Mais comme on n'a plus d'exchange, bah, ça devient tout à coup compliqué parce qu'on retire ses fonds. Si on les retire, bah, on les convertit en fiat. Si on les convertit en fiat, on est imposé. Et puis tout à coup, là, il n'y a plus d'optimisation, il n'y a plus rien. Et là, le bénéfice que l'on avait, effectivement, n'existe plus. On peut tout à fait l'apparenter à un recul plutôt qu'à une avancée. Mhm. Donc j'ai ce sentiment aussi, je ne sais pas s'il est justifié ou pas. Il est vrai que ben, moi j'ai la chance d'avoir des intérêts qui sont aussi répartis à travers le monde et que Ok. ces intérêts me permettent parfois un petit peu de déplacer les choses là où les choses sont possibles. Ou le cas des plus possibles. Ouais, c'est ce que j'ai te demandé. Est-ce que c'est un frein dans tes activités ou toi, tu as trouvé, par le biais de tes entreprises, des possibilités de quand même être exposé au marché dans un cadre plus clément, quoi. Je dirais que personnellement, c'est un frein. Ok. Et c'est les entreprises, et c'est l'entreprise et les différentes entités qui finalement sont dans ces pays étrangers qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine liberté, et en tout cas de ne pas avoir de doute sur le fait que le système fonctionne. Mais Ouais, si j'étais un citoyen canadien, ce que je serai bientôt j'espère, je te eh le là, il va falloir souhaite. que je me pose de nouvelles questions Ouais. parce que je pense que je n'aurais plus cette liberté-là, je n'aurais plus cette souplesse-là. En Ok. tout cas, de pouvoir finalement caboter un peu comme ça et d'aller là où le vent me porte. Actuellement, que ce soit effectivement les Émirats Arabes Unis ou même l'Europe, hein. C'est vrai que, alors, pas toute l'Europe, mais en Europe, il y a des choses Le assez, Portugal assez ou d'autres pays. formidables. Ouais. Donc, je pense qu'on va au-devant avec l'adoption, notamment par la finance traditionnelle Mm. de la crypto-monnaie, eh ben, on va au-devant d'une limitation assez, assez forte, ou plutôt de la volonté de réguler pour que tout soit soumis au même principe. Donc le Parfait. principe ben, on impose les gains, et Mm. ce qui est normal, mais on n'aura peut-être plus la possibilité de les optimiser comme c'était le cas aujourd'hui. Mm. Il Ouais, y a eu c'est la vrai. guerre sur les stablecoins ou des choses comme ça. Elle paraît un peu derrière nous, mais il pourrait qu'elle rejaillisse rapidement Ouais. en fonction de ce qui se passe, notamment avec les ETF. Moi, c'est une de mes Je craintes, pense, vraiment. ouais, je Le pense risque que des là, stables, un c'est. jour, le système va arriver à maturité. Aujourd'hui, c'est parce qu'il est jeune que tout est permis, et c'est un adolescent. La crypto-monnaie, ce sont des adolescents. Les adolescents ils font des choses que parfois il n'y a pas le droit de faire, font les bêtises et ils demandent pardon après. Ah, désolé, je savais pas. Euh, cette candeur-là, bientôt, on ne pourra plus l'avoir, je pense. Déjà aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Professionnellement, oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aussi finalement être au démarrage de tout ça, donc tout était simple. Créer une entreprise qui pouvait utiliser de la crypto-monnaie, c'était assez simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aller Ouais. convaincre un banquier ou même pouvoir s'installer dans un pays dans lequel c'est permis, c'est délicat. Trouver des partenaires bancaires qui acceptent cette mixité de fonds, c'est délicat. Quand c'est tout l'un ou tout l'autre, ça va.
Quand c'est les deux mixés, c'est un peu plus compliqué. Hmm, Donc, intéressant. recul, oui, je dirais oui. En tout cas, non avancé, et on peut l'apparenter à un recul. Et dans l'adoption, après on va partir sur des trucs un peu plus spécifiques, mais puisqu'on parle un petit peu de l'adoption de la crypto-monnaie dans la finance traditionnelle, là avec tout ce qui se passe en ce moment, selon toi, est-ce qu'on parle de quel horizon? Parce que tu disais bon, c'est un adolescent, j'aime bien ton image. Est-ce que tu penses qu'on a encore une dizaine d'années où ça va être encore un peu le chambar et puis ça va partir dans tous les sens? Ou est-ce que, selon toi, dans les 2-3 prochaines années, déjà, on devrait voir un cadre beaucoup plus clair et une, comment dire, une infiltration quoi, de la crypto-monnaie dans la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui? Bah, je pense que 10 ans, non, ce sera avant. Ça sera avant, ok. Évidemment, loin d'être devin, on parle là de ce que l'on pense et de Oui, oui, ce que l'on ressent on en tant s'amuse, hein, on qu'utilisateur, rigole. bien Ouais, sûr. Je crois que ça va aller plus vite que ça parce que l'adoption par la finance traditionnelle de la crypto-monnaie par le biais des ETF notamment, euh, et des c'est maintenant, ETF quoi. Ouais, spot, parce que les ouais, futurs, c'est encore bien un sûr. produit spécifique, Hmm, mais sur les spots, je pense que ça va nous amener à une, euh, une adoption massive et une systématisation des opérations qui, elle, va demander à avoir une régulation beaucoup plus stricte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, cette régulation n'a pas vraiment d'impact sur les entreprises ou sur ceux qui s'en servent de cette hmm. crypto-monnaie pour les institutions, hein, j'entends, parce que c'est marginal. Mais dès que ça va moins le devenir, donc c'est le temps de démarginalisation, ouais, c'est Finalisé, ouais, compliqué à tu dire l'as dit, ça. je crois. Bon, c'est quand ce sera plus marginal que, que là, on va se retrouver avec un besoin de légiférer dans ce sens-là. Et quand je dis on, je parle pas de moi, Non, non, je parle de l'outil et de ceux qui sont en haut et qui font les règles, qui bien sûr sont indispensables pour garantir le fonctionnement de la finance traditionnelle. ouais, Parce que je vois dans la crypto-monnaie, comme je l'ai vu au début, un ennemi dont ils sont en train de se faire un allié. Parce ouais. que là, c'est sinon, je pense qu'il n'y a pas combat. Et très rapidement, nous autres utilisateurs, je pense que toi, tu es convaincu aussi, Oh, oui, bien si sûr. on est allé vers ça, c'est que cette terre de liberté et comment dire, ce pouvoir qui a été rendu aux utilisateurs des crypto-monnaies sur ce qu'elle est, c'est-à-dire le pouvoir sur l'argent, Ouais, ça, c'est quelque chose qui fait pas partie du monde actuel. C'est-à-dire que non, les monnaies nationales sont faites et sont gérées par une entité centralisée qui a pour but exact. de garantir la stabilité d'un système. Crypto-monnaie, c'est pas un système finalement. Ouais. En tout cas, c'est un système qui est beaucoup plus large et trop large pour que les petits systèmes puissent en tirer avantage. Puis Et tu donc, vois il faut beaucoup qu'elles y arrivent. il faut qu'elles y arrivent, ouais. Et tu vois beaucoup de, comment je dirais, de personnes importantes et influentes dans la sphère politique qui sont en train de retourner leur veste. Alors je pense qu'il y en a, c'est pour l'opportunité économique, mais je pense qu'il y en a qui voient un peu plus loin maintenant. C'est vrai qu'il y a des usages en fait de la blockchain aujourd'hui, comme on pense au Real World Asset ou bon, les NFT, on pourra en parler, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a pas mal d'applications qu'aujourd'hui on peut imaginer. Et je me doute que, tu sais, là je lisais dernièrement, je crois que BlackRock, si je dis pas de bêtises, a accumulé plus de Bitcoin en 30 jours que Michael Saylor depuis qu'il le fait. Bon, c'est pas les mêmes fonds, mais ça veut dire quelque chose quand même parce que tu sais, le monde de la crypto c'est hallucinant parce qu'il se passe tellement de choses. J'étais en train de me rappeler, je dis, c'est quand les ETF? En fait, ça fait même pas un mois. Ouais, C'était le 14 ça te met que février. c'est tout J'ai récent. l'impression que c'était il y a 6 mois. On est le 10 mars aujourd'hui d'ailleurs, je mentionne pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je vais essayer de publier le plus vite possible, mais au cas où, on est le 10 mars, le dimanche 10 mars 2024. Et ça fait même pas un mois, les ETF et BlackRock, mais c'est hallucinant le nombre de Bitcoin qui a été acheté. Donc là, pour moi, c'est en train de complètement changer la game. Et on sait que les Américains, bah, c'est eux qui mènent la danse mondiale sur le plan économique parce que voilà, la plus grosse armée, parce que le dollar américain. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi pour dire que ça risque d'aller assez vite, plus vite qu'on pense. Mais j'ai hâte de voir comment ça va. Bah, c'est sûr qu'il y aura quelques secousses quand même. Et l'opportuniste en moi aussi, côté financier, puis on va aller après sur les cycles. Je me dis toujours, est-ce que j'ai encore un cycle, tu vois, pour me mettre bien ou, ou est-ce que c'est J'avoue déjà que mort, tu vois? c'est un petit peu la question que moi je me pose aussi en tant qu'utilisateur, c'est combien de cycles me reste-t-il? Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans. Je t'aurais dit qu'il nous restait 3 cycles. Ouais, 3 4. ouais. Mais probablement 3. Aujourd'hui, tu me demandes, je J'espère crois un que je autre. répondrai en mon âme et conscience, je dirais un. Et Hmm, encore, modulo ce qui celui-là, va se quoi. passer là parce que les ETF sont en train de tout bouleverser, mais on en parlera juste après, justement, en parlant de la cyclicité du Bitcoin et des cryptos. Exact. Et écoute, je dirais
Un, et après il va falloir apprendre quelque chose de nouveau, je crois. Ok. Alors, venons-en au fait. Je vous ai bien tenu là pendant 30 minutes. Vous êtes encore là, super. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais au moins on comprend qui tu es. Et c'était important pour moi. Alors, tu as dit que tu as commencé en 2017 à entendre parler de Bitcoin. Tu as commencé à investir, j'imagine, à ce moment-là. C'est quoi ton parcours? Du coup, tu as connu deux cycles, c'est ton troisième, si je dis Ouais. pas de bêtises. On dit souvent que le premier cycle, on fait toutes les erreurs possibles, on se casse les dents. Le deuxième cycle, on réussit, normalement, on fait de l'argent. Et le troisième cycle, on se met à l'abri. C'est ce qu'on dit souvent en crypto-monnaie. Euh, Comment toi, tu as vécu ça? Comment ça s'est passé ton premier cycle? Et je serais curieux aussi de savoir ton évolution à travers ce parcours-là, au travers de tes cycles. J'ai eu la chance, par exemple, d'interviewer Stéphanie sur la chaîne, qui était à son quatrième cycle, et elle disait qu'aujourd'hui, elle était vraiment dans le transfert de connaissances, parce qu'aujourd'hui, voilà, elle a réussi, elle a fait ce qu'elle avait à faire sur la crypto, et elle disait que sa vision de la crypto-monnaie avait vraiment évolué d'une opportunité économique à un filet social pour nous. Et pour avoir eu des discussions assez philosophiques avec toi sur le sujet, je voulais voir un peu comment toi, ton mindset a évolué de j'achète mon premier Bitcoin, peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs 2017, je sais pas combien il était, peut-être un Bitcoin complet, à aujourd'hui, comment tu vois ça, comment tu spécules encore et tout ça. Je t'ouvre là-dessus. Eh bien, j'ai été exceptionnellement normal par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que 2017, j'achète, j'essaye, et globalement, je perds tout ce que je mets. Je comprends pas vraiment la manière dont ça fonctionne, et je comprends pas non plus le rythme. Je Mm. comprends pas la cyclicité, justement, non plus. Je comprends pas le fait que ce soit un marché qui n'ait ni ouverture ni fermeture, mais qui soit permanent. Mm. Je comprends pas à quelles règles vraiment je suis soumis. Donc pour moi, c'est une expérience, je dirais pas douloureuse parce que je perds que ce que j'ai accepté de perdre. Donc Bien sûr. je prends aucun risque, hein. Vraiment, j'y vais. Et ça, c'est un premier conseil que je donne, c'est quand on veut s'y mettre et qu'on n'a pas vraiment même si on est pressé, mettons ce qu'on est prêt à perdre, puis on apprend avec ça. C'est comme si on payait une formation, sauf Exact. qu'on donne ça au dieu Bitcoin. En tout cas, à la blockchain. Euh, donc je gagne pas grand-chose et je perds le peu que j'ai gagné. Ensuite, deuxième cycle. Bah écoute, oui, la deuxième cycle, cette fois-ci, c'était un cycle réfléchi puisque j'avais à peu près appris de mes erreurs, mais j'avoue qu'entre le premier et le second, donc fin 2017, c'était la fin de quelque chose. Je crois que j'étais curieux. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis dit, comment font les gens pour gagner de l'argent là-dedans? Donc, il faut que je comprenne. Et là, cette fois-ci, je suis rentré dans mon processus de compréhension du système et j'ai compris qu'il n'y avait pas de règles en crypto-monnaie, ou plutôt qu'il y avait une foultitude de règles. Tu choisis ton intervalle de temps et fais-toi plaisir là-dedans. Si tu fais du trading intra-horaire ou tu vois, de l'hyper-trading, bon, bah voilà, faut être accroché, accroche ta tuque avec de la broche parce que qu'on dort pas beaucoup. Non. Mais on fait énormément de gains. Ouais. Ça, c'est un travail vraiment de trader. Donc, on fait de l'analyse technique, on fait des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai aussi énormément, enfin, que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, quand je suis arrivé donc en 2018 et que j'ai décidé d'acheter, bah, cette fois-ci, j'analysais mes cycles. Donc, tout était beaucoup plus réfléchi. Pour autant, c'est un marché qui est tellement dynamique que quand j'en parlais avec mes copains ou connaissances qui font de la finance traditionnelle, ils me disaient, waouh, mais t'es fou! Mais comment t'as pu gagner ça en une journée? T'as pris des risques énormes? Non. Non, le marché est ainsi fait, la volatilité n'est pas la Mm. même. Et ça, c'est vraiment pour moi la grande leçon de cette première expérience d'investissement. Ça a été de dire, OK, s'il y en a une seconde, mais il va falloir apprendre à gérer ça autrement. Il va falloir être à la fois trader, à la fois investisseur. C'est-à-dire avec la différence entre les deux, c'est une des personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là qui lui démarrait le trading aussi. Bah, c'était un investisseur traditionnel hein, déjà, et qui habite aux Émirats Arabes Unis, qui me dit, il n'y a pas de trader riche. Il n'y en Mm. a pas. C'est soit ils sont pauvres, soit ils sont morts. Ou alors ils deviennent Mort de des stress. investisseurs. Ouais, ouais, que je me suis dit, oh waouh! Bah moi je vais continuer à vivre, il va falloir faire ça. C'est-à-dire trouver un mix entre le gain et la sécurisation du gain, et le gain court terme, et le gain moyen terme, et le gain long terme. Et le gain moyen terme en crypto, c'est du court terme en finance traditionnelle. Donc C'est vrai. il y a toute une méthodologie, toute une typologie, même l'aspect didactique de la finance, il n'est pas adapté à la blockchain et à son trading et en tout cas à son utilisation. Donc je suis sorti de ce deuxième cycle, bah, je me suis pas mal mis à l'abri. Donc j'ai réussi à atteindre mon objectif avec personnellement
pas mal de frayeur, c'est-à-dire que il y a un moment où tu tutoies des sommes qui sont un peu délirantes, et soit tu te prends au jeu de ça et tu deviens un trader, je pense. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Soit à un moment, tu t'en détaches et tu dis non, 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 ça va trop vite, trop loin, trop fort. Là où je suis déjà arrivé, c'est plus que ce que j'avais escompté. C'est-à-dire que quand j'imaginais ma retraite, je me disais, tiens, il me faudrait tant. Mm. On parle pas non plus de milliards de dollars ou de Non, non, bien sûr. centaines de millions de dollars. On parle du matelas, de la chose que personnellement, on se fixe comme étant Mm. un but à atteindre et en disant, oh, si j'avais ça tous les mois, je serais vraiment le plus heureux du Ça serait monde. ouf, quoi. Ouais, Et je me suis dit, tiens, oh, je l'ai. j'ai dépassé ça. Ouais. À partir du moment où j'avais au moins ça, il fallait partir sur autre chose. Et pourquoi ne pas lâcher à ce moment-là? Mais parce que c'est une question de philosophie aussi, c'est-à-dire que souvent, il s'agit moins, et comme tu le disais avec Stéphanie, c'est ça, hein? Ouais. C'est moins une question de finance et de trading qu'une question de positionnement social et de tout à coup, mon Dieu, quelle opportunité, comment est-ce que je peux faire profiter tout le monde de ça? Donc ça a été mon Mm. deuxième réflexe pendant ce second cycle, alors qu'il touchait à sa fin. Ça a été aussi de faire profiter au plus grand nombre de ce que j'avais appris de cette expérience, à ceux qui souhaitaient bien sûr, mais parfois même à ceux qui souhaitaient pas. Ça, c'est l'erreur que sûrement on commet tous par excès de passion. On veut évangéliser tout le monde. Ouais, c'est ça, il y a un petit côté, mais non, bien sûr, mais si t'as ça à mettre, mets-les là, tu C'est verras. évident. Ouais, tu verras. Et puis quand le cycle se termine, t'as des coups de fil où on te dit, bah j'ai tout mis là, mais par contre là, j'ai plus rien. Ah oui, non, mets Oups. tout ce que t'es prêt à perdre. Excuse-moi, J'avais j'avais oublié de dire. oublié Merde. Ouais, j'avais oublié cette dimension. Oui, parce que moi j'ai perdu aussi la première fois. Non, donc il y avait un côté, ça m'a responsabilisé, disons. Je me suis senti le devoir de faire profiter les autres, mais en même temps, je me suis senti aussi le devoir, suite à quelques écueils, bah, je me suis senti la responsabilité de leur dire apprenez et regardez ce que vous pourrez avoir. Mais en fait, ce que vous avez là, c'est la possibilité de reprendre votre destin entre vos mains. Mm. C'est que ce soit les REER ici pour les retraites ou notre retraite avec nos complémentaires retraites en France, c'est que tout à coup, là, on avait la main mise sur le rythme, la puissance qu'on voulait donner à notre épargne et le rythme de vie que l'on pouvait atteindre au moment où on considérera qu'on a atteint cette retraite. C'est-à-dire, soit j'ai plus besoin de travailler à 35 ans, bah, moi j'avais déjà dépassé 35 ans, donc c'était trop tard. J'ai dû repousser. Euh, mais on a tout à coup la possibilité, on a tous les outils pour pouvoir le faire à plus ou moins long terme, et quel que soit l'endroit d'où on part, on peut y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec cette finance-là. Alors, c'est aussi possible avec la finance traditionnelle, bien sûr, mais dans des délais qui souvent ne nous permettent pas de, ou en tout cas, on ne peut pas le faire seul. On doit confier à quelqu'un le fait Mm. de le faire. Et là, on a quelque chose qui est, on confie à personne, c'est à nous. Mais le transfert de responsabilité n'est plus possible. Je sais qu'on le fait beaucoup et qu'on le pratique beaucoup, les influenceurs, quand est-ce qu'il faut que j'achète, quelle Mm. halte je dois acheter, quand est-ce qu'est le marché, les stratégies de sortie. Mm. Les conseils, c'est une chose, le transfert de responsabilité, c'en est une autre. Et ça, c'est Ouais. quelque chose, je trouve que socialement, les cryptos nous rendent le pouvoir là-dessus, mais elles nous rendent le pouvoir avec un certain prix qui est, on doit prendre nos responsabilités. Et moi, j'ai appris à prendre mes responsabilités avec ça. Et je remettais souvent la responsabilité financière sur mon comptable, mon banquier, mes clients. Le C'était pas gouvernement. moi. Ouais. Je trouvais toujours quelqu'un pour... parce que l'argent m'intéresse pas en tant que tel. Évidemment, ce que me donne l'argent, ça m'intéresse. Mais l'argent, moi, avoir de l'argent, non. Alors ça devient un petit peu, quand tu commences à trader, à avoir des gains, là, tu commences à Mm. donner une valeur à l'argent, mais c'est de la crypto. C'est aussi quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement impactant, je trouve, quand on commence à travailler la crypto. On joue avec des BTC, des ETH, enfin, des tas de choses, des sols, enfin, peu Mm. importe. On joue pas avec des euros, avec des dollars, avec des... Et tout à coup, moi, ça m'a enlevé une certaine, je pourrais dire, une certaine gêne. Ouais. Chose que je n'aurais pas fait avec de l'argent normal. Là, je me disais, c'est bon. C'est bon, c'est des chiffres, c'est pas vraiment de l'argent. C'en est évidemment, c'est des contre-valeurs d'argent. On Bien est tout à sûr. fait d'accord sur ce. C'est juste que moi, mon mindset, à ce moment-là, il a pu changer. Et quand je parle de liberté, de clé et d'avoir son destin entre ses mains, c'est de dire, parfois, ok, voilà la règle et tu l'appliques, puis à un moment, on te dit, non, la règle, elle fait partie d'un livre, tiens, je te donne le livre finalement. Ah, ok, tu veux dire, je suis plus obligé de lire que cette page? Non, lis tout, fais ce que tu veux. Ok, bah, c'est une sacrée responsabilité, mais mon Dieu, que c'est une grande liberté.
En Comme fait, ça, si on devient les deux riche, sont c'est grâce souvent à nous, et liés. puis si on est pauvre, c'est de notre faute. Voilà. Non, mais ça, c'est super important ce que tu dis. Parce que c'est vrai que responsabilité, il y a un côté un peu plate. Tu vois, les gens qui nous écoutent te disent, ouais, mais responsable, je veux être responsable, tu sais. Mais le cadeau, en fait, de la responsabilité, c'est la liberté qui vient avec. Absolument. Et en fait, derrière, moi, c'est ce qui m'a le plus séduit, en fait, dans la crypto-monnaie. Et je pense que ça parle beaucoup aux jeunes générations. C'est que depuis mon téléphone, je peux piloter mon futur financier, tu vois, d'une certaine façon, mon avenir financier. J'ai un contrôle total sur mes dépenses. À chaque fois que je vois des clients au magasin qui veulent payer avec leur argent et qui peuvent pas parce que la banque elle bloque ou parce que je sais pas quoi, moi il y a rien qui me met plus hors de moi que c'est ce concept que je peux pas dépenser mon propre argent comme je le Ah ouais, veux ouais. ou que Disposer de je me son fais argent, ouais. bloquer mon compte quoi. C'est arrivé à plusieurs personnes sur la chaîne aussi. J'ai eu la chance d'interviewer Jérémy qui nous a raconté son histoire. Il s'est fait bloquer ses comptes en banque à la RBC, hein, je vais les mentionner. Parce que il avait soutenu le mouvement des truckers à Ottawa. Tu vois, il avait fait un don et ça a été carrément associé à un acte terroriste par Justin Waouh. Ouais. Trudeau et les politiques, voilà. Et au final, tu dis, bah lui, ça l'a mis dans la merde parce qu'il avait plus accès à son propre argent, il pouvait plus payer son loyer, et c'est le peu de Bitcoin qu'il avait sur un wallet qui lui a permis de s'en sortir. Et on est au Canada, on n'est pas au Venezuela, on n'est pas Oui, c'est ça, ouais, ouais. au Salvador, Mais on n'est pas, tu vois. c'est un formidable exemple de la souveraineté des fonds. Exact. C'est-à-dire que tu rends le pouvoir à celui qui détient les fonds d'utiliser ces fonds. Et voilà. Et quand je parlais de transfert de responsabilité, justement, et c'est bien que tu m'amènes aussi sur cette chose-là, elle est là aussi. Si tu donnes la responsabilité à quelqu'un, il peut dire non. C'est que ça peut être, c'est pas juste il va le faire à ta place. C'est que le jour où toi tu voudras faire, lui ne voudra pas. Écoute, moi j'ai l'exemple très récent, puisqu'on parle d'il y a quelques jours. Ma mère voulait, parce qu'évidemment dans ma famille, tu te doutes qu'on est pas mal tous des crypto-addicts, en tout cas des utilisateurs avertis. Elle me dit, tiens, je vais refaire, je vais réinvestir un peu, parce que là, ça me paraît être le bon moment. Bon, bah, ok, très bien. Puis elle m'appelle à plusieurs reprises, enfin là, elle est même ici au Canada actuellement, et elle me dit, mais c'est fou, j'y arrive pas, la banque ne veut pas. Elle a dû signer une lettre de décharge à la banque pour dire, C'est fou. oui, je veux investir, oui, je veux envoyer ça vers un compte qui gère de la crypto-monnaie, mais laissez-moi utiliser mon argent. Non, non, signez-nous Mm. ça d'abord. Ok, Mm. d'accord, vous pouvez, mais que cette somme. Elle dit, si je veux ça, bah, faites-le en plusieurs fois, peut-être, mais il faudra signer la lettre à chaque fois. Et là, on parle du Crédit Mutuel, pour ne pas les citer non plus. Ouais, ouais. Non, Crédit mais moi Mutuel, maintenant je donne des noms, hein. ah ouais, non, mais c'est bien. Il faut que les gens soient au Et c'est courant. vraiment quelque chose de fondamental parce que, évidemment, toi, j'imagine qu'on t'a souvent dit ça et on t'a souvent opposé cet argument lorsque tu parles de crypto-monnaie et du fait que tu sois un utilisateur. C'est oui, mais tu vois, c'est pas du vrai argent. Oui, mais tu peux pas en disposer comme tu veux. Oui, mais Mm. si la plateforme disparaît. Ah, mais quand ta banque veut pas te laisser utiliser ton argent, C'est pareil. tu fais comment? Tu es exactement dans la même situation. L'argent, la crypto-monnaie n'est pas plus virtuelle que l'argent qu'on touche Que tous les jours, que l'argent, l'argent fiat. exactement. Dire les billets, est-ce qu'on en a des billets, hein? Je crois avoir eu une statistique, alors elle a maintenant au moins 2 ans, mais il y a une surévaluation ou plutôt une valorisation boursière qui est 900% supérieure à la réalité des fonds en circulation. C'est-à-dire que si T'imagines. 10% des gens qui détiennent des actions retirent leurs actions à leur valeur actuelle, et ben, il n'y a plus de fonds en circulation. Donc cet argent est virtuel. On est d'accord que la valorisation de quelque chose, c'est virtuel. Absolument. Or, Absolument. l'argent est valorisé dans le système financier, notamment par le biais des bourses. Je ne parle pas de l'argent qui circule entre toi et moi si je te donne un billet de 10 pour t'acheter une figurine de Star Wars. Ouais. Je ne sais pas si tu as des figurines de Star Wars et j'en Non, achète pas, mais j'en ai disons pas à que ça vendre. peut être dans ce cadre-là. Là, il y a quelque chose de formel et de... Le billet vaut ce que toi tu lui accordes et ce que moi je lui accorde. Mais c'est exactement la même chose avec les C'est cryptos la même finalement. chose. Exactement. Le jour où les gens arrêteront de croire à la crypto, bah, elle ne vaudra plus rien. Mais le jour où on Exact. décidera de ne plus utiliser les dollars américains, le Il dollar vaudra plus rien. américain disparaîtra. Et je dis ça parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais avec les BRICS en ce moment, il y a un sujet là-dessus. Tout à coup, tout devient possible et je crois que c'est cette naissance aussi de mouvements ça, un peu séparatistes de la finance traditionnelle au sein même de la macroéconomie, dont on parle du monde, on parle d'achat d'hydrocarbures, on parle de choses comme ça. Ça vient aussi de cette brèche qui a été ouverte par la blockchain et qui dit, Mm. OK, les Américains contrôlent le SWIFT. Le SWIFT, c'est le dollar. Le dollar, c'est ce qu'il faut utiliser pour acheter du pétrole. Donc si toi, France, tu veux acheter du pétrole ou en vendre, Tu il te faut passes des par là. dollars. Mm. Si les Américains disent, OK, on bloque tout le système SWIFT en France, tes dollars, tu les gardes, ils sont coincés chez toi. Donc non seulement tu les as, mais ils valent plus rien. Donc ça ne vaut bien que ce que les autres, ceux qui l'émettent, lui Ouais. donnent comme valeur. On a la chance avec la crypto que c'est tous les utilisateurs qui donnent la valeur au token. Ouais. C'est pas un, c'est tout le système qui lui donne de la valeur. C'est tous les utilisateurs. Donc tout à coup, ça devient quelque chose qui reflète la réalité.
beaucoup plus que l'argent fiat. En tout Ouais. cas, à mon sens, au sens philosophique, je vais dire. Non, mais Euh, absolument. Ouais. et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et de me dire, OK, je prends le risque de vivre dans un monde que je comprends. Ouais. Ça, c'est le risque que je prends. Alors que vivre avec de l'argent qui finalement ne m'appartient pas vraiment et dont je ne décide pas de la valeur, bah, c'est prendre le risque de vivre dans un système que je ne comprends pas. Je ne sais Ouais. pas ce qui peut enlever la valeur à mes euros aujourd'hui ou à mes dollars canadiens. C'est pas moi qui décide et j'ai même pas je suis pas dans le sérail et je fais pas partie des sphères qui peuvent dire, OK, attention, on retire tes actifs, ou on va geler tes avoirs. Non, non, j'en sais rien du tout. Oui, ça peut arriver. Les humains sont des humains. Tous les humains qui gèrent des systèmes sont capables de commettre des erreurs. J'en ai connu. J'ai été victime d'une, comment dire, une pyramide de Ponzi aussi, sur la crypto dans un des fonds, Bien sûr, c'est le avec Far West. lequel j'ai Hein. investi. On parle d'un humain, là, c'est pas la crypto. Non. Si on va par là, des fonds d'investissement qui ont été basés sur des pyramides de Ponzi et qui ont eu des millions de gens, voire des dizaines de millions de gens privés de tout ce qu'ils avaient mis de côté, il y en a. Ça n'a Ouais. pas attendu la crypto. Mais non, ça Donc existe ça, il faut déjà, être bien sûr. conscient de ça aussi et accepter ce risque-là. Je l'accepte et c'est parce que je l'accepte que je le prends. Ouais. C'est pas parce que je le prends que je l'accepte. J'accepte ce risque et je dis ok, j'y vais en connaissance de cause. Jusqu'à présent, je dirais que malgré tout ce que j'ai pu gagner et perdre, à chaque fois, j'ai eu la notion de je suis responsable de ce qui se passe. Pas coupable, mais responsable. Ouais. Si j'ai gagné, c'est parce que j'ai investi. Si j'ai perdu, c'est parce que j'ai investi. J'ai décidé de laisser mes actifs sur des positions qui sont devenues perdantes. Et ça, Mm. c'est fondamental. Et ça change toute une vie. Ça change une société. Ça change la relation qu'on a aux autres. Ça change la relation qu'on a à l'argent, aux objets. Donc ça, c'est aussi fondamental pour moi. Carrément. Alors, je suis tellement d'accord et c'est vrai que au-delà du gain ou de la perte financière associée à la crypto-monnaie, pour moi, je me dis que de toute façon, je sors gagnant de cette aventure pour toutes les connaissances que j'ai pu accumuler. Pour moi, ça a été littéralement comme ouvrir la boîte de Pandore parce que quand tu t'intéresses au Bitcoin, t'as pas le choix de comprendre qu'est-ce que c'est que la monnaie. Et quand tu t'intéresses à la création monétaire, bah, tu dois remonter loin. Tu vas remonter jusqu'à l'or, à l'Empire romain. Pourquoi l'or, à un moment donné, a eu de la valeur? Là, en ce moment, on parle, l'or est sur ses plus hauts historiques. Euh, il se passe des choses dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, en fait, c'est de la méconnaissance. C'est vrai que la crypto-monnaie, quand on ne connaît pas, ça fait peur. On dit, il y a des risques et voilà. Et il y en a, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression, j'aime mieux, comme tu dis, un risque contrôlé qui dépend de moi qu'un risque inévitable et une mort lente et douloureuse, tu vois, d'une monnaie qu'on est payé en glaçons, quoi. C'est quelque chose qu'ils font. Et pour moi, le plus grand risque, c'est de pas en prendre. Là, c'est pas moi qui dis ça, mais tu connais cette bonne citation. Tu te dis que moi, je pense à toutes les personnes qui ont mon âge et qui comptent sur le système en France pour avoir une retraite. Ça me semble un risque bien plus grand que de s'intéresser au Bitcoin aujourd'hui. Tu vois? Absolument. Et te dire qu'investir 1000, 2000, 3000, 10 000 dollars par an dans le Bitcoin avec une stratégie, donc quelque chose que tu maîtrises, Mhm. et cotiser dans un système que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire que si demain on dit retraite, ah non, finalement on ne peut pas financer les retraites, d'accord, mais il est où mon argent? Là, il a disparu. Là, il est virtualisé de ce Mhm. côté-là. L'autre, si tu l'as perdu, ça a été en connaissance de cause. Mais le pouvoir que ça te donne, c'est aussi quand tu as gagné et que tu as perdu, ou que tu as perdu et que tu as gagné, ce qui a été mon cas, perdre d'abord, gagner par la suite. C'est toujours mieux dans ce sens-là. Mais j'ai reperdu aussi, et regagné et reperdu, bien sûr, comme tout le monde. C'est au moins que tu te dis, ce que j'ai fait, je pourrais le refaire. Alors que si Mhm. on t'enlève, avec la boîte noire dans laquelle tu cotises, si on t'enlève ta ressource, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu te dis, ah, bah, il faut quoi? Je vais recotiser 30 ans pour financer ma retraite? Ah non, c'est trop tard. Et une fois que tu es au C'est bout, tu es mort. au bout. Et moi, j'aime bien l'idée de... Vraiment, j'aime beaucoup l'idée de responsabilité que ça nous donne et de liberté. Parce que moi, ça a changé ma vision. J'ai toujours adoré, je suis musicien, j'adore les guitares. J'ai toujours voulu m'acheter des guitares chères. Et je me suis toujours acheté des guitares que je voulais. Donc c'était cher. Cher par rapport à quoi? Cher par rapport à ce que j'étais capable de me payer, bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'en avais quand même deux, trois jolies que j'ai mis 15 ans à me payer. Quand j'ai eu de l'argent, j'ai pu me payer celles que je voulais. Et un jour, je me suis allé dans une boutique et je me suis dit, tiens, celle-là, ah non, elle est chère. Et là, cette fois-ci, elle était plus chère par rapport à l'argent que j'avais. Elle était devenue chère par rapport à l'utilité que j'allais en avoir. Mhm. Et c'est là que j'avais changé. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais changé en me disant, waouh, je peux, mais je le fais pas. Alors Mhm. qu'avant, je pouvais pas, mais je le faisais, à crédit. Merveilleux système. C'est vrai. Donc, il y a ça aussi, c'est que c'est quelque chose qui tout à coup change le paradigme. J'ai beaucoup travaillé
avec les fonds que m'ont rapporté la crypto-monnaie, et on me disait, bah, pourquoi t'arrêtes pas de travailler? Mais je leur disais, maintenant je travaille parce que j'ai de l'argent, et je travaille pas pour avoir de l'argent. Et ça, Ça ça change changeait tout. tout. Ça changeait tout, complètement. Et même ici, mon immigration est en partie réussie. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise dans le fait de travailler, quand je suis à l'aise dans le fait qu'on me donne des responsabilités. Et moi, j'étais mon propre patron depuis longtemps. Donc, travailler pour un patron, c'est quelque chose, je me disais, est-ce que ça va fonctionner? Pour avoir... Et oui, ça fonctionne pleinement. Pourquoi? Parce que je fais par choix. Et Ouais, comme je choisis, je suis là où je dois être. exact. Si on n'a pas le choix, bah, on subit. Moi, je subis rien du tout aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment. Si on me C'est ça la demandait vraie c'est quoi la liberté. vertu des crypto-monnaies pour toi, je dirais c'est ça, la liberté que ça peut t'apporter si jamais tu embrasses le système. Et l'embrasser, Ouais. c'est, comme tu disais, c'est le comprendre. Et quand on dit comprendre la crypto, c'est comprendre la finance, c'est comprendre la monnaie, c'est comprendre la souveraineté, la création monétaire, Ouais. toute son histoire. Et tout à coup, tu t'appropries tout ça et tu te dis, ah, d'accord, je comprends. Ah, heureusement que je l'ai pas mis là, mon argent. Ou alors, tiens, j'aurais pu le mettre là à ce moment-là. Ou alors même, moi aujourd'hui, je suis intéressé vers certains placements dans la finance traditionnelle, parce que c'est un Mhm. système que je maîtrise. Il y a des Qui a choses des qui sont très avantages, vertueuses d'ailleurs, bien sûr. et qui fonctionnent. Formidable. C'est-à-dire je m'en suis éloigné pour m'en rapprocher au final. Ouais. Et ça, c'est une sacrée leçon. C'est une superbe. On n'est pas nous, on va pas rester des adolescents non plus. On va redevenir Non, des adultes. mais c'est Enfin, ça. je mets pas tout le monde, je vous mets pas tous dans le bain avec moi. Je dis pas que vous êtes tous des adolescents, mais j'avoue que moi, financièrement, je l'étais. Je me suis rendu compte du niveau de mon ignorance et j'étais vraiment pas prêt à assumer mon avenir financier. Ouais. Et le fait que ça aille si vite, moi, ça m'a vraiment fait. Parce que quand on. Dans le système traditionnel, vu que les choses sont quand même assez lentes, et c'est vrai qu'à moins que tu commences avec un énorme capital, si tu as un capital modeste, ce qui est probablement le cas de beaucoup de gens parmi qui nous écoutent, les choses, ça prend du temps en fait. Il faut l'effet cumulé, on le sait que c'est un des effets les plus puissants de cette planète, mais avant de le voir s'activer, ça peut prendre 30 ou 40 ans dans la finance traditionnelle. Et en fait, en crypto-monnaie, le fait de voir mes intérêts arriver assez rapidement dans les bons moments du cycle, et ben d'un coup, moi je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé à épargner davantage. Parce qu'au moment de dépenser, je pensais plus seulement, mettons, aux 20 dollars que j'allais dépenser pour ça. Je me disais, mais ces 20 dollars investis, peut-être que je peux les doubler d'ici un mois ou deux, ou 3 mois ou 6 mois, bon peu importe, on s'en fout, c'est l'exemple. Et je me disais, finalement, je dépense 40 dollars aujourd'hui, pas 20. Ouais. Et cette notion de dire, ok, mais en fait, si j'ai avantage à être plus sobre dans mes dépenses, parce que derrière je serai plus riche. Et je voyais un gars qui en parlait il y a pas longtemps, il parlait par rapport au prix des maisons qui ont énormément augmenté si tu raisonnes en dollars américains. Donc c'est vrai que si une maison valait par exemple 200 000, aujourd'hui elle en vaut 400 000, et tu dis merde, j'aurais mieux fait de l'acheter avant. Tu vois, il y a ce côté un peu précipité, il faut que je consomme. Et c'est ça, hein, le système est fait pour ça en fait. Ah oui, absolument. Alors qu'en Bitcoin, si tu regardais le prix de cette maison-là, il avait baissé. Et quand tu penses à ça, tu dis donc si j'avais pas dépensé ma maison, aujourd'hui je pourrais acheter une maison plus grosse, ou je pourrais acheter la même maison mais avoir une épargne que je peux garder, etc. Et je trouve même que dans les enjeux environnementaux qu'on a, écologiques, etc., tu te dis c'est quand même intéressant cette nouvelle réflexion qu'on pourrait avoir par rapport au système monétaire de dire euh, d'avoir une sobriété dans la consommation et de dire mais j'ai peut-être avantage à épargner un peu, attendre parce que la valeur de mon portefeuille va augmenter avec le temps. Et ce que tu dis, bah, ça me parle déjà. Tu vois, j'avais jamais envisagé non plus l'aspect écologique, préservation aussi des ressources, par le simple fait d'être responsabilisé et de se dire effectivement, je vais être sobre dans mes dépenses, parce qu'en réalité, ce que je dépense, c'est ce que j'aurais pu gagner et pas ce que j'ai. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que toute cette prise de conscience, tu vois, elle peut être faite. Et si tout le monde et tous ceux qui adoptent la crypto ont ce genre de réflexion, on va vers quelque chose de meilleur. Et on Mm. va vers quelque chose de meilleur et quelque chose qui part d'en bas. On parle bien de chaque utilisateur qui se pose cette question. On ne parle pas d'une politique, on ne parle pas d'une règle, on parle pas. Non, on parle de changement sociétal. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on s'impose, pas que l'on nous impose. Et ça, encore une fois, liberté, en tout cas, on a peut-être une chance de vivre dans le monde dans lequel on veut vivre. Ce sera le monde que l'on va fabriquer, le monde que l'on va penser, et pas le système dans Pour lequel nous on est né, imposer. et il faut Ouais. qu'on joue avec ces règles-là, et terminé. Et il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre choix. Et jusque-là, on n'en avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, on en a un, et peut-être qu'on en aura d'autres bientôt. Ouais. Espérons-le.
Alors là, fin du deuxième cycle, on arrive sur ton troisième cycle. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment tu abordes les choses et comment même... on va commencer avec ça, puis après j'ai d'autres questions. Comment je l'aborde ce troisième cycle? Je l'aborde avec sûrement l'expérience des deux premiers déjà, donc un peu plus de maturité, un petit peu autant d'attente. Ok. Autant d'attente, sinon j'irais pas. Tout simplement, je serais sorti de là en disant ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'y crois trop. Et quand je dis que j'y crois trop, c'est que j'y crois trop parce que je m'y intéresse aussi. Mhm. Donc je l'aborde avec toutefois une dimension un peu différente, qui est que économiquement, je suis plus du tout dans la même situation et je n'attends plus les mêmes choses. Alors j'y vais avec une vision qui est plus moyen-termiste, long-termiste, et qui, je crois, de toute façon, va être imposée par les changements qui vont arriver. Ouais, Notamment l'adoption de masse et la finance traditionnelle, qui entre dans le... Mais c'est ce que l'on attendait, c'est ce que l'on voulait. en vrai, Moi, ouais. c'est ce que je voulais, et je me disais, mais bon sang, j'ai hâte qu'on en parle un peu plus, que des gens s'y intéressent, et que de plus en plus de gens puissent y accéder, même si on sait que ce sera aussi je vais dire la mort, ce sera la maturité de la volatilité. Et si un jour on me disait le Bitcoin, écoute, il vaut X milliers de dollars et sa valeur va plus bouger, bravo, bravo d'avoir réussi à proposer une alternative. Hmm. Parce que si on en est là, ça veut dire qu'on aura offert à l'humanité, et je parle de ceux qui ont créé ce système, peu importe qui c'est, Satoshi Nakamoto ou la CIA, peu importe, parce qu'on entend des choses là-dessus, peu importe. Ça aurait été pour nous l'outil de l'émancipation du système, ou plutôt de l'idée qu'on avait qu'il était impossible de s'émanciper du système. Hmm. Donc moi j'y vais avec quiétude, tranquillité, mais toujours autant de passion par contre. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai commencé mes premiers investissements, j'ai commencé mes... écoute, c'est... Parce qu'on avait parlé de minage à un moment donné, toi, comment tu Ouais. t'exposes sur les marchés? Est-ce que tu mines? Est-ce que tu t'achètes des lignes que tu mets sur des wallets? Comment tu fais ça? Et puis si tu veux me parler aussi peut-être de quelques projets, tes petits projets coup de cœur de ce bull run, je serais curieux de les entendre. Alors écoute, moi je suis un adepte du minage, effectivement. J'ai commencé à miner en 2020, ce qui n'a pas été une fantastique aventure pendant le bear market, évidemment. Mais disons que c'était pour moi aussi c'était ma maison à moi, c'était mon foncier. J'ai dit j'achète des machines, j'ai réalisé des gains, je vais réinvestir une partie de ces gains. Ce que m'a appris cet événement, c'était de dire bon, en fait c'est bien il y a autant de temporalité que l'on veut dans la crypto-monnaie, donc on peut choisir son temps. J'investis toujours de manière un peu triple, c'est-à-dire que j'ai toujours ça, c'est ma vision très personnelle de la finance, ou plutôt de la finance personnelle. Donc, c'est ma vision de la finance personnelle, ou ma vision personnelle de la finance, ça peut marcher dans les deux sens. Non, mais appliqué à une seule personne, c'est de dire, j'ai un système qui est long-termiste, j'ai un système qui est moyen-termiste, qui est là si jamais il se passe quelque chose, voiture, laveuse, sécheuse, qui tombe en panne. Et j'ai quelque chose qui est là pour créer un revenu quotidien, si possible, générer autant qu'un salaire. Ça, c'est mon triple niveau de réflexion. Le long-termiste, évidemment, c'est le minage. On est plutôt sur le moyen terme avec différentes périodes de stacking et de choses comme ça, et puis beaucoup de trading avec des IA aussi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, avec beaucoup de diversification sur le moyen terme pour ventiler le risque. Donc toujours sur des actifs, des ICO, mais aussi des choses vraiment établies, et ça va du shitcoin jusque vraiment enfin tout ce qu'on peut trouver, mais avec des expositions qui vont de 1 à 100 en termes de ratio. C'est-à-dire que tout ce Ok. qui est risqué, ben, c'est 1% du portefeuille, et puis tout ce qui est moins risqué, ben, va représenter tout le reste. Donc 90% sur vraiment quelque chose qui est long terme et moyen terme, et un peu moins de 10% sur ce qui est moyen terme à risque et court terme à risque. Ok. Donc ça, c'est ma manière de procéder. Je suis pas très. Moi, j'ai confiance dans l'être humain, donc tous mes fonds sont sur deux plateformes. Ah, tu J'ai les laisses pas de sur des cold wallet. exchanges? Ouais, j'ai pas de cold Ah wallet. ouais, t'es chaud. Ouais. Ok. Et écoute, j'ai eu quelques sueurs froides, notamment avec nos amis Binance, Bah ou oui. plutôt parce que j'entendais des choses et que je me disais ouh là là, ouh là là, ouh là Il y là, a ouh du là là. FOD là. Ou alors on m'appelait et puis on disait ouais, mon compte est bloqué. Waouh, le mien, non, le mien il fonctionne. Bon, il y a des règles à respecter. Faut rester. C'est un sport de rester connecté à son exchange Ouais.
et de le manager. J'ai eu des choses sur des exchanges qui ont disparu. Mais bon, au moment où ça commençait à pas aller, ben, je les enlevais puis je les remettais ailleurs. Mais Donc t'es là bon, parce que tu stacks, par commodité. Qu'est-ce qui parce que fait que t'as pas l'argent est sorti toujours un petit actif. peu? Ok, L'argent ne dort jamais, il est toujours actif. Ça, c'est une sorte de, sûrement de biais qui est imposé aussi par ou que je me suis imposé par, ou qui s'est imposé à moi par, à cause de ce système-là, c'est de me dire, bah, écoute, si je peux stacker, faire 10% par an, ou 12 ou 15, ça se prend bien. je vais stacker. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Donc, c'est un choix que j'ai fait. En revanche, je sors des gains et j'achète des choses qui sont des choses de la vraie vie. Donc, je transforme ces gains de crypto-monnaie en valeur matérielle, pas en argent. Je Tu ne garde tangibilises. jamais d'argent, je ne sors pas d'argent. Je sors des objets, donc ça va, ça peut être des montres, ça peut être des bijoux, ça peut être des métaux précieux, ça peut être des Des instruments de musique, guitares. ça Mais peut être des guitares. que tu achètes en crypto du coup ou tu passes quand même par la case fiat? Non, alors souvent, il y a la conversion à la volée sur les systèmes que j'utilise. Ok, Donc là, je passe par le système justement d'imposition. ok. Donc je vais me retrouver imposé Sur ces voilà, sur dépenses-là. ces achats-là. Ouais. Et je dirais que ma meilleure, jusqu'à présent, la seule méthode que j'ai trouvée qui est 100% morale pour me préserver de l'épargne, c'est de conserver mes cryptos en stablecoin, mais je les ai jamais retirés. Donc tu vois, Ok. j'ai placé une partie de mon argent en stablecoin, mais je l'ai pas retiré en me disant non, tant pis, ça reste là et on verra où ça va. Je dis pas que je suis à l'abri, peut-être que je pourrais tout perdre, potentiellement, je veux dire, Ouais, mais je pourrais tout perdre ailleurs. c'est ça. Donc je me dis que le risque existe, mais c'est quand même contrôlé, c'est sous les feux des projecteurs, que ce soit Binance, tous les exchanges, crypto.com, Ouais. c'est Coinbase. Coinbase et autres. Je veux dire, ils sont suffisamment aujourd'hui surveillés pour qu'ils aient il n'ait pas moins de crédibilité qu'un organisme banquier ou Absolument. bancaire classique. Et ce serait pas dans leur intérêt de toute façon Non. de truander les gens. Mais Et- quel stable tu privilégies? Petite parenthèse là-dessus. Est-ce que c'est USDT, USDC ou autre chose? alors, moi, je suis beaucoup USDT Ok. pour des questions pratiques, notamment sur les exchanges avec lesquels je Pour les travaille. pairs. Mais je dirais que, ouais, oui, voilà, et notamment parce que je suis aussi, j'utilise beaucoup j'ai pas mal d'Ethereum, en fait, je crois beaucoup dans ce projet, énormément. Donc, est-ce que je crois dans des projets, des petits projets? Pas tant. Je suis assez amoureux de l'Ether et puis de Bitcoin. Pourquoi? Bitcoin, c'est le roi et c'est pour moi, c'est l'or en termes, et puis l'Ether, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on en a un qui Ou a le créé pétrole, il y en a qui une disent. base de valeur, et puis on en a une autre qui est devenue la possibilité de faire circuler, mais aussi tout ce qui est associé Hmm. avec l'Ether, et notamment NFT et autres, tout ce qui va avec ça. Donc, ouais, je suis. Donc assez Ouais. maximaliste quand même, vraiment sur ces deux projets-là principalement. Ouais. Écoute, je Ok. crois que contre beaucoup l'avis de beaucoup, hein. Non, non, mais Beaucoup me c'est très disent bien, oui, mais j'aime entendre non, ça. le potentiel est pas là. Non, le potentiel est pas là, mais d'un autre côté, je suis à un niveau aussi comme on disait, où est-ce que j'en suis à l'aube de mon troisième cycle, ou plutôt, peut-être qu'on est déjà dedans d'ailleurs, enfin, on est sûrement en partie On va en dedans, parler après. ou dans le pré-cycle. Mais où est-ce que j'en suis, c'est aussi que j'ai plus tout à fait j'ai toujours la même tolérance au risque, mais j'ai plus besoin de prendre certains risques. Bien Et sûr. je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, avec quelques milliers de dollars, on peut en 5 à 10 ans se fabriquer une retraite en tradant ou en stackant Ethereum et Bitcoin. J'y crois encore. Je pense que ce sera le cas. Peut-être qu'on n'a qu'un cycle, comme je disais tout à l'heure. Peut-être qu'on en a C'est peut-être pas le tout à fait dernier. un. Hmm. Mais je crois qu'il y a encore la possibilité de faire ça. Et je pense que le risque est aussi grand qu'avant sur tous les halts. Il y a beaucoup de choses qui sont non évaluables. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que je statue moi sur un projet sur lequel je vais miser ou pas. Alors déjà, comme je te l'ai dit, moi j'ai développé une petite IA qui fait ce travail-là pour moi avec mes propres valeurs. Donc mes valeurs, c'est de dire est-ce qu'il existe un projet physique derrière, oui ou non. Déjà, c'est la première case d'entrée. C'est mon premier tri. En général, quand il n'y a pas de valeur, quand il n'y a pas de projet physique, ça y va pas. J'y vais pas. Ou alors dans une toute petite mesure. Si ensuite on a un projet type social et autres, c'est probablement le premier truc vers lequel je vais. C'est même parce que ces projets-là ont une vocation à être plus stables dans le temps et parce que les gens qui s'investissent dans les œuvres sociales, bah, ce sont des gens qui sont moyen-termistes ou long-termistes, c'est-à-dire que qui gagnent ou qui perdent, ils restent. Donc Hmm. ça, c'est quelque chose vers lequel je vais.
Tu as un exemple de Ensuite, projet, par exemple, social? Une crypto Plant qui touche les farm ou autres? des choses comme ça qui sont des choses où on va planter des plantes pharmaceutiques, tu vois, qui vont être revendues dans des pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments ou Ok. ce genre de choses. C'est pas des gros rendements, mais c'est des choses qui existent et qui fonctionnent depuis j'ai pas tout en tête parce que aussi celles-là, c'est des cryptos dans lesquels j'ai investi il y a 2 ou 3 ans et j'avoue ne pas avoir renouvelé mon parc de Alt depuis. Et je suis un peu feignant. Ça m'a rendu un peu feignant. Une certaine réussite m'a amené à regarder la valeur de mon portefeuille et pas le détail forcément. Bah, quand je vois des lignes rouges, je vais regarder. Mais Hmm. j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup des lignes rouges dans tout ce qui est à dimension sociale. Hmm. Je fais pas tout ce qui est corrélé par exemple, à l'immobilier. Ok. Tu touches pas à ça? Non que j'y crois pas, hein. C'est pas ça. C'est que c'est pas ma philosophie, moi, l'immobilier. Moi, je suis de ce genre de personnes qui disent exactement comme ce que tu as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si j'achète une maison et que je dépense 500 000 dollars pour l'acheter, bah, je pense que je peux vivre dans une maison bien plus belle si je la loue et que je fais travailler mes 500 000 dollars pendant un an. Donc, et puis je peux changer de maison quand je veux. Et si le Hmm. marché s'écroule, bah c'est pas grave. Moi, je suis locataire, je suis pas propriétaire, mon bien ne s'effondre pas. Pour moi, une maison, c'est un token comme un autre. Hmm. Donc, et je dis ça alors que j'ai plein de guitares. Je partage ta Mais vision c'est quand mon- même mais, là-dessus. mais c'est moins cher que des maisons. Ouais. Donc ça, c'est la manière dont je choisis d'investir, c'est à quoi est adossé le projet. Et oui, je crois fermement, et je suis un peu vieille France de ce côté-là, vieux monde de ce côté-là. Ouais. Pour moi, Ether et Bitcoin, ce That's sont it. les piliers. Et peut-être que justement, quand on en parlera pour la cyclicité, Ouais. je pense qu'à Juste un après. moment, les cycles vont s'éteindre de volatilité, vont s'éteindre toutes ces cryptos, et les autres vont avoir des valeurs de ce qu'on a aujourd'hui dans la finance traditionnelle comme étant des technologiques. Hmm. Et ces technologiques-là sont ceux vers lesquels j'irai dans une seconde phase. Et c'est ceux d'ailleurs vers lesquels je me dirige un petit peu. Donc, bah, il y a eu Metaverse fut un temps, et c'est retombé comme un soufflet, mais il y a eu les NFT, Ouais. c'est monté très fort, c'est retombé, mais en réalité, l'objet C'est qui a pas été mort. créé, le Ouais. NFT en tant que tel, écoute, moi qui suis artiste, je me dis waouh, quel système fantastique pour garantir l'intégrité et faire devenir n'importe quelle œuvre numérique une œuvre réelle. Hmm. Aujourd'hui, on ne pouvait pas donner de valeur à une œuvre numérique, c'était compliqué. Une photo, je suis photographe, toi aussi, je crois, hein. On fait une photo, tout le monde peut la voir, tout le monde peut la copier. Et le jour où quelqu'un possède le certificat d'authenticité qui est enregistré dans la blockchain de cette photo, on détient une œuvre. Ça veut Hmm. dire que non seulement celui qui le possède une œuvre, mais ça veut dire que nous autres, en tant qu'artistes, on a produit une œuvre. Et ça, je trouve ça beau. Ça a été possible grâce à Ethereum et au NFT. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et j'ai beaucoup travaillé avec un cabinet d'avocats parisiens sur les questions justement de valorisation ou plutôt de certification des œuvres. Et là, on parle de tableaux de grands maîtres. C'est que eux aujourd'hui commencent à s'intéresser à ce système est le seul qui peut garantir l'authenticité, en tout cas du certificat de propriété. Parce qu'une œuvre, ça se copie, un certificat de propriété, ça se copie. Hmm. Un NFT, ça se copie pas. Et Donc j'aime ça. quelqu'un qui sera intéressé à s'exposer sur les NFT, quel serait ton conseil? Est-ce que c'est d'acheter des œuvres ou est-ce que c'est d'investir dans la technologie sous-jacente? Et si oui, est-ce que tu as des projets ou des plateformes qui te viennent en tête? Alors je dirais que pour l'instant, avec tout ce qui s'est passé, j'irai plus sur des œuvres, des œuvres. Alors on parle pas de choses surcotées, on parle pas de choses à la mode, on parle bien d'œuvres artistiques qui ont une valeur intrinsèque. On parle pas de faire C'était quoi? Il y avait les cyberpunk ou des trucs comme ça, là. C'était Ouais, ça, hein, je crois, ouais. Ou les enfin, Apecoins, ou ou en les tout cas, il y a eu tout un petit CryptoPunk. Moi, je sais plus comment il CryptoPunk. s'appelait. Ouais, Non, CryptoPunk. je parle effectivement d'acheter une œuvre d'art sous cette forme-là. Les technologies, je pense que bah, tout est en train de muter avec la possibilité qu'offre aujourd'hui le réseau Bitcoin aussi de pratiquer d'enregistrer des NFT. Hmm. Donc je dirais qu'il faut attendre encore un petit peu parce que je pense que après le gros boom qu'il y a eu, la grosse chute, on est en train de rebâtir sur les cendres. Ouais. Donc je dirais qu'à part le fait de posséder une œuvre et de pouvoir garantir son authenticité et sa valeur, je ne prendrai pas le risque d'aller ailleurs pour l'instant. Ok. Ok. Oui, si on veut spéculer, mais là, moi, j'aime pas trop l'idée de spéculer avec mon travail parce Ouais. que je mets quelques œuvres dans le réseau. Ah, c'est cool ça. Ouais, donc en tant qu'artiste, tu utilises le NFT Oui, pour moi, tes je œuvres. l'utilise et je trouve Super. que c'est une manière qui m'a libéré aussi de diffuser mon travail. Hmm. Quand je mets ça en vente, donc j'en ai sur crypto.com, j'en ai sur d'autres plateformes aussi. Euh,
Il y a des choses qui marchent plus ou moins, mais disons que quand quelqu'un veut acheter, j'ai eu le cas il y a la semaine dernière où un client a voulu m'acheter des photos. Je lui ai dit, achetez-les comme ça, vous les aurez en NFT, vous pouvez garantir qu'elles sont à vous. Oh waouh, il a proposé un prix, il a misé, il a même acheté à un prix supérieur. Qu'est-ce que tu aurais vendu? Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais proposé un certain prix, enfin, sur la plateforme, c'était mis un certain prix. Il a proposé un prix supérieur, légèrement supérieur, mais Mais suffisamment quand même, substantiellement pour que je me dise, waouh, tiens, là, j'en ai vendu 4 et c'est comme si j'en avais vendu 6. il y a quelque chose. Donc, c'est quand même vachement intéressant et ça met tout le monde dans une démarche différente. Ça, j'aime. Donc, si on doit investir, pour moi, c'est toujours dans l'humain ou dans le changement social. Donc, Hmm. Ah, c'est cool. en tout cas, dans l'humain. J'avais jamais pensé à ce que tu disais tout à l'heure, que les alts pourraient être associés à des valeurs tech et Bitcoin et Ethereum resteraient un peu comme on a aujourd'hui les value ou les growth. Finalement, Bitcoin et Ethereum seraient les values et les altcoins qui viendront dans tous les prochains cycles seront des valeurs technologiques. Certaines resteront, comme peut-être Solana, et d'autres vont faire juste passer. Et malgré tout, il y aura des potentiels d'investissement à ce moment-là. Ouais, je crois que de toute façon, notre modèle de réflexion fait qu'on a besoin de choses stables et de choses plus dynamiques. Ouais. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on voit que ce système va aussi. Et encore une fois, il appartient à ses utilisateurs. Et nous, utilisateurs, je crois qu'on aime bien l'idée d'avoir des choses sur lesquelles on peut se reposer et puis des choses avec lesquelles on peut s'amuser. Et quand je dis s'amuser, c'est prendre part à une technologie naissante, prendre part à de Mm, la... Tu vois, ça va de... Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée de la sécurité de l'identité et des mm. données Ouais, c'est un numériques. enjeu Ça, c'est ça. quelque chose qui aujourd'hui est un enjeu dans le monde. Donc, je dirais que sûrement nos matières premières d'avant, ce qu'on avait à la bourse, le cacao, le sucre, l'huile, les céréales, je parle pas d'énergie, parce que c'est un sujet pour moi un peu différent. Ben, je dirais qu'on peut les retrouver aujourd'hui dans des projets comme, je crois que ça s'appelle Inconi ou quelque chose comme ça. Je sais plus, écoute, j'ai Je investi connais pas. dedans, mais j'ai oublié le nom exact de l'entreprise. En fait, c'est un système qui empêche la revente de tes données à des tiers. Ah, intéressant. Donc, c'est assez génial parce que tu rentres ton identité à l'intérieur et eux, ils vont contacter ben, tous les data brokers Ouais. et en fait, ils vont leur dire non, ça vous enlevez, ça vous enlevez, ça vous enlevez. Et puis tout à coup, tu n'as plus d'appel téléphonique de bonjour, on vous appelle pour vous vendre ceci, pour vous vendre cela. T'as plus ça. C'est génial parce que mine de rien, je vais pas dire que ça change la vie, mais ça nous pourrit pas mal la vie, nos téléphones qui sonnent avec écrit spam C'est clair. suspecté Ça, c'est ou clair. bonjour monsieur, je vous appelle, je suis un tel de la société un tel. Ah non, ça m'intéresse pas. Non, mais il y en a que pour 5 minutes. Oui, oui, mais il faut quand Ouais. même décider de décrocher, il faut Ouais. raccrocher, faut refuser les appels, faut le signaler comme spam dans notre téléphone. Bah, tu vois, il y a des choses comme ça qui, je pense, seront des technologiques de demain, c'est-à-dire des technologiques du nouveau monde et d'un nouveau mode de communication et de circulation de l'information et de circulation de la ressource. Parce qu'on va avoir la téléphonie par la blockchain, on va avoir Ouais. aussi, donc avec de la confidentialité, du cryptage, mais on a aussi la sauvegarde de données. Donc utiliser des systèmes de stockage comme ça basés sur la crypto avec une confidentialité qui est quasi absolue et en tout cas qui est garantie par la blockchain. Mm. Écoute, je trouve que ce sont des choses qui vont devenir des enjeux. Aujourd'hui, moi j'utilise encore Gmail et Ouais. Google Drive et parfois je me dis, oh, C'est chaud. et parfois on me dit d'ailleurs, mais t'es fou, tu mets tes projets là-dessus. Mais je dis, mais bon, ça les intéresse pas. Mais sûrement que quelqu'un peut y avoir accès. Après cet épisode, je pense que ça va les intéresser. Ils vont voir quel genre de personne tu es. Non, je rigole. Google écoute pas la chaîne. Non, non, Mais c'est ça. On sait pas. ouais, il y a les réseaux, on sait pas. Il y a les réseaux sociaux décentralisés aussi qui arrivent Oui, et je pense absolument. que ça va jouer beaucoup dans l'adoption de la crypto. Je pense que le gaming, les réseaux sociaux, c'est des usages. En fait, on a encore un peu de friction technique, mais on voit que les interfaces commencent à se simplifier et je pense que c'est ça qui va permettre aux gens en fait, peut-être même que la blockchain sera en back-end et ils s'en rendront même pas compte, mais ils Absolument. verront l'avantage de l'utiliser. Ouais, complètement. Mon fils avait acheté des choses, c'était, je sais plus quel était ce jeu dans lequel il avait investi, il avait acheté j'ai oublié, c'était des œufs comme les Pokémon, enfin, tu avais ton truc, et puis après, Sur Axis suivant ce que peut-être, Comment? genre sur Axis Infinity ou Ouais, ouais. c'est ça, Axis Infinity, bien sûr, c'était ça. Et écoute, il a perdu une grosse partie de ce qu'il avait mis, puis il a laissé ça là, puis là, l'autre jour, il vient me voir, et puis il me dit, ah, mais finalement, j'ai retrouvé tout ce que j'avais, même un peu plus. On a une chance avec ça que tout nous revienne un jour, tu vois, et pour un gamer qui à l'époque Bah, avait 24 ans, donc ouais, j'ai un fils qui a 27 ans, 29. La barbe elle est plus blanche qu'il y a 2 ans, donc 29. J'ai une fille qui est photographe aussi et qui, elle, ben,
elle travaille avec nous, hein, dans notre entreprise, dans l'entreprise. Mon fils aussi d'ailleurs. Ouais, Et, je les ai rencontrés. et ce sont tous, ouais, ce sont tous des utilisateurs de la crypto à des niveaux différents. Ce sont tous des bénéficiaires de Ouais, c'est ça. l'investissement familial, en tout cas celui que j'ai réalisé. Ça a payé leurs études, ça a Ouais, payé leur voiture, ça a c'est payé fou, hein. leurs appareils photo, ça a payé leur... C'est des choses qu'ils n'auraient pas pu se payer si papa ou maman auraient pu payer pour eux. Là, ce sont Ouais. des choses qu'ils ont pu Ils sont financer par responsables, ils eux-mêmes. sont. Ouais. Puis Et ça, c'est génial, je trouve, de se dire, nous, en France, on a la culture du prêt étudiant. ouais. Euh, Quand tes enfants te disent, non, non, c'est bon, je peux payer mes frais de scolarité, papa, t'inquiète pas. Waouh, super. Tu Et fais moi, quoi je dans la voyais vie? le fils de ma blonde donc, qui a 18 ans. Et c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je le voyais jouer à un jeu. Puis il y avait un petit bonhomme qui était dans le coin qui sautait comme ça. Je dis, mais c'est quoi ton truc? On dirait un bug. Il dit, non, ouais, c'est un glitch dans le jeu, mais j'ai trouvé comment générer de l'argent dans le truc. Et en fait, après, je les revends sur une plateforme. Et je dis, mais putain, à 18 ans, les gars, ils ont compris, quoi. Parce qu'il y avait déjà des économies, en fait, dans les jeux vidéo. Et je veux dire, tout, c'est vieux comme le monde, il y a toujours une économie dans chaque chose. Ouais, ouais, Et en bien sûr. fait, la blockchain permet d'un coup de ramener ça aussi, d'intercroiser finalement toutes ces économies parallèles et des concepts comme play to earn ou tous ces modèles finalement économiques qui sont en train d'être imaginés aujourd'hui. Je trouve ça tellement intéressant de voir le champ est ouvert et tout le monde peut arriver avec ses idées et essayer de les Exactement. implémenter, quoi. Et quand je disais terre de liberté, les cryptos, c'est quand même fou de se dire que tu peux jouer et gagner de l'argent. C'est C'est-à-dire que ça. même pour moi, c'était pas pensable. Je veux dire, quand Benjamin est venu me voir en me Bah, disant, écoute, je vais investir là-dedans, je dis, mais non, c'est de la couille. Tu vas te faire c'est un niquer. shitcoin. Ouais, parce que là, j'ai pas été très pédagogue là-dedans. Puis il m'a dit, mais laisse-moi, tu m'as toujours dit qu'il fallait aussi que je fasse mes expériences. Je dis, ouais, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, là, ça fonctionne pas moins que les choses dans lesquelles moi j'ai investi, dans parfois lesquelles j'ai perdu et que je n'ai pas récupéré. Lui, il a Ouais. récupéré, il a fait un peu de profit et il s'est amusé. Donc, son divertissement ne lui a rien coûté, il lui a même rapporté un peu. Il y a aussi des projets sur le visionnage, un peu un YouTube Ouais. crypto, qui est fantastique. Celui qui regarde est récompensé, celui qui a posté est récompensé. Merveilleux ce système où on peut aller vers un système où on crée des choses pour les autres et tout le monde est payé. Et, Mais ouais. c'est Et fantastique. en même temps, quand ils pensent, le business de l'attention, c'est le business actuel. Je veux dire, les compagnies payent des milliards pour avoir ton attention. Donc ça Ouais, paraît assez juste finalement qu'il y ait une vraie économie de l'attention et que les gens qui donnent de leur attention puissent aussi être rémunérés. En tout cas, absolument. qu'il y ait Parce un que pendant retour qu'ils des font ça, choses, ils quoi. font pas autre chose, mais ça devient du temps que tu accordes. C'est une ressource, et comme c'est une ressource, à les rémunérer. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors là, par rapport à l'ETF, je veux qu'on aille sur cette histoire de cycle maintenant, et puis après on va passer sur les stratégies de sortie. Ça fait déjà 1h17, mais j'ai tellement de questions, tu m'arrêtes quand je vais trop loin. Tu me Pas de dis, problème. Julien, on fera un deuxième épisode ou quoi. Mais ce que je veux, bon, pour moi, Bitcoin, c'est un peu, j'ai toujours dit, comme une horloge suisse, toi qui aimes les montres. Et c'est sûr que Bitcoin a toujours, on va dire, lancé un petit peu, ouvert le bal déjà, du bull run. Ensuite, bah, généralement, on voit les liquidités se déverser sur Ethereum, et puis après, ça part en free for all sur les altcoins. Et alors là, on a eu les ETF Bitcoin, donc il y a moins d'un mois. Et il s'est passé une chose qui s'était encore jamais passée, c'est que Bitcoin a marqué un all-time high, donc un plus haut historique, avant le halving, qui sera seulement dans à peu près 30 jours, donc au Mm. courant du mois d'avril. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et je ne suis pas fan de la phrase cette fois-ci c'est différent, mais pour plein de raisons, on a vraiment l'impression que cette fois c'est différent. On a Mhm. un mélange hybride entre un cycle de 2017 et de 2020, avec des retraces qui sont assez peu nombreuses et assez peu profondes. On a eu à Mhm. peine quelques corrections de moins de 20%, et on part en ligne droite, quoi. Comment Ouais. toi tu vois ça? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as l'impression que structurellement, il y a quelque chose qui a changé et du coup on risque tous de se faire baiser sur le bull run et pas partir au bon moment? Est-ce que tu as l'impression que c'est un super cycle qui se met en place? Est-ce que tu penses qu'on va sur la Lune? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Ouais, je sais. Et j'ai pas de réponse, ça fait chier, donc je veux que tu Non, me non, répondes. non, ouais. Ouais, t'es chiant, Julien. Ah, je sais, j'ai Bah, prévu. finalement, tu vas trop loin. On fera un autre épisode. On arrête. Laisse-moi le temps d'écrire quelque chose. Non, alors, mon sentiment, c'est de dire que rien n'a changé. Ok. Structurellement, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a tous espéré qu'il y ait une adoption, notamment une adoption par la finance traditionnelle, et c'est fait. La conséquence à l'adoption par la finance traditionnelle, c'était qu'on allait avoir un bouclier. Un bouclier, c'est aussi les algorithmes boursiers qui protègent des chutes trop importantes. Hmm. Et je crois que c'est une première explication
retracements qui sont aussi assez faibles, c'est que ils n'ont pas la même politique que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les financiers traditionnels et les fonds souverains qui investissent dans la crypto, hein, ils n'ont pas de politique court-termiste. C'est pas des traders particuliers. Ils sont pas là pour faire ils sont pas là pour faire de l'hyper-trading, je veux dire. Hmm. Hein, ils sont là pour un certain temps. Ils sont là. Et donc, on est protégé, finalement. Ça amène une certaine inertie. Je crois qu'on a la chance d'avoir une double vertu là-dedans, c'est qu'on est protégé des grandes chutes et des grandes corrections, je pense, et on le sera de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de corrections majeures, hein, mais ça veut dire que je pense qu'on est protégé déjà des grandes fluctuations comme on a pu avoir. Alors, on sait que quand on touche un ATH, le dernier qu'on a touché, on y est resté 3 heures. Hein. Le 69 000, Ouais. on parle, suivant les plateformes, de 3 heures, puis après on se prend un 15-20% dans les heures qui suivent, puis on se prend un 30% dans les 7 jours qui suivent. On n'est plus du tout là-dedans. C'est parfait. C'est-à-dire qu'on a à la fois gagné une certaine stabilité et en même temps, on perd pas le potentiel haussier. Puisque tant que les flots vont se déverser, et je pense qu'on en est qu'au début, Hmm. mais en réalité, je pense qu'on risque on peut avoir une montée comme ça, qui va pas être protégée cette fois-ci par les algorithmes boursiers et qui sera juste le fruit du flux financier qui se déverse dans les crypto-monnaies par les fonds d'investissement traditionnels. Donc je dirais que rien n'a changé, sauf qu'il y a de plus en plus d'investisseurs et qu'on a en plus le fond, c'est que c'est le type d'investisseur qui a changé et qui est en train de changer. Donc il va falloir que nous, crypto aficionados de la première heure, ou en tout cas de la deuxième heure, on va dire, on apprenne aussi que ce marché est en train d'évoluer et d'acquérir une maturité qu'il n'avait pas jusqu'ici, et que d'autres personnes qui, il y a quelque temps, nous disaient, j'imagine, comme des parents qui regardent leurs enfants et qui leur disent non, mais ça c'est un jeu qui est débile, et puis finalement ils finissent par y jouer peu de temps après. Et quand eux ils y jouent, c'est un peu moins le fait, mais c'est sûrement un peu moins foufou aussi, et c'est sûrement un peu moins risqué. Donc je pense pas qu'il y ait de risque majeur, je vois plutôt une sécurité pour nous, Ok. de ce côté-là. Je vois pas comment on pourrait se faire avoir par ça. Je ne vois qu'une question de sécurité pour nous. On peut perdre un peu en termes de liberté et de la manière dont on va les utiliser. On parlait tout à l'heure de la législation qui va en découler de tout ça. Il y aura une évolution à ce niveau-là. On va sûrement perdre une partie de nos libertés. Mais je pense qu'on va on va gagner une assurance et une stabilité. C'est, encore une fois, ma Ouais, vision non, c'est parfait. personnelle, Hmm. fonction de mon expérience et de ma culture. Ensuite, sur le cycle, hmm, ça c'est compliqué parce que j'ai envie de te dire oui, super cycle, je sais pas. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être qu'il va pas y avoir de cycle cette fois-ci. On va pas être dans quelque chose de cyclique, c'est-à-dire qu'on va monter jusqu'à un niveau qui va nous apporter une certaine stabilité, qu'on va s'arrêter à ce niveau-là et qu'on va peut-être plus jamais redescendre. Quand je dis qu'on va plus jamais redescendre, c'est qu'imaginons, je dis quelque chose de totalement hypothétique Ouais. et qui n'a valeur que d'illustration. Imaginons qu'on se retrouve avec l'équivalent aujourd'hui dans la finance traditionnelle et par le biais des ETF, avec un montant d'investissement, une capitalisation qui dépasse de plus de 100% la valeur actuelle. On se retrouve avec la moitié des fonds qui sont capitalisés, puis on sait qu'il y a 80% des bitcoins qui sont bloqués chez les mineurs ou chez les grands possesseurs et les Les grands baleines, ouais. stakers Il n'y a plus de fonds. Donc une fois qu'il est monté, il ne redescendra pas. Là. Il y aura plus de mouvement, il y aura plus de trading, il y aura plus d'opérations, il y aura plus de volatilité. Ça va l'éteindre un petit peu. Mais de toute façon, la raréfaction de l'asset en lui-même va le valoriser. Peut-être pas de manière tout à fait comme on a pu connaître sur un cycle qui va durer justement quelques mois, avec ensuite une correction, puis on revient à un certain niveau, puis on attend, puis on repasse dans une phase de bear market, mais plutôt dans quelque chose qui va s'approcher d'un cycle macroéconomique et plus justement technologique. Hmm. Quelque chose de plus calme. Donc moi, je vois une montée, et je vois qu'une fois qu'on est arrivé là-haut, et je pense qu'il y aura une correction. Je pense parce qu'à un moment, ces gens-là vont prendre il y aura Des des prises de profits, profit. Ça bien paraît sûr. évident. Mais dans quelle mesure et sous quelle forme? Aujourd'hui, si on confie à BlackRock et à... Je suis pas un fan hein, Non, comme moi ça non des plus. fonds, mais des fonds de placement. Quand je dis que je suis pas un fan, j'ai rien contre eux, bien sûr, mais en termes de liberté, je suis pas un fan parce Non, qu'ils moi amènent non de plus. Ouais, l'inertie. c'est ça. Puis ils ont un poids politique, ouais. Ouais, donc évidemment. Mais je me mets à la place de ces gens-là. Ils ont des investisseurs, eux, pour le coup. Hein, il faut faire plaisir à tout le monde.
C'est pas un portefeuille, c'est pas une baleine qui dit OK, je sors tout et puis on est gagnant. Non. C'est des C'est gens pas qui, des si diamond tout le monde hands. sort pas, si tout le monde sort pas en même temps, il faut sortir personne. Sinon, ils lèsent une partie de leurs investisseurs. Donc, je Hmm. pense que ce sera fait avec mesure, avec stratégie, et que Hmm. ces C'est stratégies-là, ça. on pourra, si on les voit pas venir, en tout cas, elles seront suffisamment peu violentes pour qu'on puisse sortir de là sans casse. Hmm. Mais maintenant, si tu me demandes ce que j'espère, c'est pas tout à fait ça. Ce que j'espère, c'est qu'on ait encore un cycle euh, traditionnel où on va faire allez, entre un x5 et un x20, un x6 et un x20. En parlant du Bitcoin ou du marché Ouais, de du la crypto. Bitcoin, ouais. Donc tu verrais, si on prend un wild guess, un Bitcoin à combien toi? Alors moi, de manière très sécuritaire, je prends pas beaucoup de risques. Moi, j'ai Ouais. prédit, et on peut parler de sortie, pour moi, déjà. Moi, j'ai prévu une sortie, quoi qu'il arrive, aux alentours de 250 000. Pas avant. Non, Waouh, t'es plus ambitieux que moi. j'ai la foi. Ouais. J'aimerais, comment on dit, avoir de ton opium parce que je le voyais pas, j'étais pas aussi. Mais Alors, je pense que... je modère mon propos en disant j'ai aussi Non, de non, mais... l'Ethereum Ouais, ouais. et j'ai pas tout à fait la même stratégie sur Ethereum. Que je vois, lui, se stabiliser beaucoup plus tôt que Bitcoin. Je peux complètement me tromper, mais évidemment, comme Hmm. tu dis, ça va tellement vite. Tu sais, si on a un ETF Ethereum, là, bah, c'est pas si on a, c'est quand on aura Il un va arriver, ETF ouais. Ouais. qui va arriver là dans les semaines qui viennent, que va-t-il se passer? Et à ce moment-là, si tu me reposes la question, je te dirais peut-être, écoute, je vais sortir de Bitcoin, je vais transférer là-dessus, Je fais le all-in sur potentiel est là. Ethereum. Ouais. Et quand on regarde des figures, on se dit qu'il y a une corrélation assez parfaite entre les graphes de Ethereum et de Bitcoin en termes de fractal. Et si tu regardes bien, en Ouais. fait, Ethereum est aujourd'hui où était Bitcoin en 2017 en termes d'existence et en termes de cycle. Hmm. Dès que lui arrive la même chose à Ethereum, on parle pas de 20 000, là, on parle ou de 10 000. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars US par token aussi. Hmm. Mais ça, c'est ce que j'aimerais qu'il se produise pour aussi dire à tous ceux qui, comme nous, possèdent ou croient dans le Bitcoin et dans les cryptos, c'est encore vous qui avez la main sur ça. C'est-à-dire que tant qu'il y aura de la volatilité, c'est qu'on a des gens qui les utilisent, qui les achètent, qui les vendent, c'est qu'on a des gens qui y croient et qui s'en servent et que c'est de l'argent vivant. Quand je dis de l'argent vivant, c'est de l'argent qui sert à acheter des choses, c'est de l'argent qui sert à fabriquer des retraites, c'est de l'argent qui sert à payer des maisons, c'est pas de l'argent qui sert à fabriquer de l'argent et à enrichir des spéculateurs, on va dire comme ça, sans vouloir être Mhm. encore une fois, je juge pas, mais j'aime tellement l'idée de liberté sociale que nous amènent ces cryptos. Donc ce que je souhaite, c'est ça. Mais je pense qu'avec ce non-cycle dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire on monte, on monte, on monte, on monte, puis on a un plateau, parce qu'on est arrivé un peu à, ok, tout le monde attend. Combien de temps durera ce plateau, j'en sais rien. Combien de temps va durer cette montée, je n'en sais rien. Mais je crois que dans les deux cas, on peut aller toucher ce quart de million de dollars avec le Bitcoin. Wow. C'est ma conviction personnelle. Est-ce que j'aurai le courage d'attendre jusque-là et est-ce qu'à un moment, quand je verrai le 150 000 arriver, je me dirai pas, allez, je J'enlève un sais peu. pas, je suis un humain. Donc, j'aurai peut-être aussi ça, ou alors je vais me dire, allez, continue à aller jusqu'en haut, mais de toute façon, je pense que si je me pose cette question-là, c'est que je serai gagnant quoi qu'il arrive. C'est sûr. Et Ça, à c'est 100 sûr. 000, évidemment, il y a une question, il y a un peu un bouchon à faire sauter, c'est celui des 100 000. Bien sûr. Il y avait celui des 10 000, je l'ai connu. Je sais qu'on a eu du mal à le faire sauter. Quand on l'a fait sauter, je me rappelle très bien avoir fait la prédiction je leur ai dit fin d'année, à ceux qui me posaient la question, je leur ai dit investissez maintenant, fin d'année, je pense que le Bitcoin sera à 50 000. Et puis on était au mois de septembre et il était toujours à 18 000, je crois. Et tout le monde me disait ha 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 Ça va ha. marcher. Ouais, et 4 mois plus tard, il était à 65 000. Donc, j'aimerais qu'il nous arrive encore la même chose parce que je sais que bah, je connais plein de gens qui ont, je vais pas dire qui ont changé de vie au sens ils sont devenus richissimes. Je connais des gens qui ont payé leurs dettes. Je connais des gens qui ont pu partir à la retraite. Je connais des gens qui ont pu finir de payer leur maison. Je connais, mon Dieu, quel changement de vie possible Incroyable. grâce à une petite invention. Merci Satoshi. Petit. Ouais, exactement. Et Sponsor des retraites j'aimerais que ça officielles. puisse continuer. Et Ouais. je voudrais pas que, ouais, que ça devienne ouais, que ça devienne le Saint-Gobain ou le Tesla bah, le Tesla encore c'est une valeur Que ça, technologique, c'est mais pas super. Ouais. ouais, Mais, mais mais alors là, tu me fais la transition parfaite vers la stratégie de sortie. Parce que pour en avoir discuté avec toi, je sais que le dernier cycle, t'es sorti comme un maestro, t'as réussi à timer le top. En tout ouais, cas, mieux que moi, ça c'est sûr. Euh, et une chose est sûre, c'est que moi,
Ma stratégie a changé 3 fois depuis le début du bull run parce que j'essaye d'aller avec ce qui se passe. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues, donc je me suis adapté. Tu vois, là, j'ai surfé un peu les meme coins, je m'attendais pas du tout. Alors, on sait que les meme coins ont tendance à lancer la alt season. Là, tous les tokens sont magnifiques graphiquement en ce moment, ça pète dans tous les sens. Donc, j'ai surfé un peu les memes et là, en fait, je me dis juste, j'ai peur de me retrouver à nouveau coincé, à sauter d'une narrative à l'autre, à continuer, à faire des beaux profits, et à un moment donné, de plus savoir sortir, ou alors, et là, c'est peut-être le côté un peu greedy, et je sais qu'il faut pas trop l'être, mais, ou alors de sortir, mettons, avec mon objectif, mais le marché continue et fait 4 fois ce que j'aurais pu faire. Et puis, c'était le dernier cycle sur lequel on pouvait se régaler. Est-ce que tu as des conseils, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui commencent à être assis sur des beaux profits, qui se disent, merde, comment je sors l'argent maintenant? Comment toi tu mets ça en place? Quels sont les paramètres que tu surveilles? Comme tu disais, justement, le marché, lui, il va continuer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand on va sortir, soit il va continuer à la hausse et on va se dire mince, j'ai manqué une opportunité, soit il va continuer à la baisse et on va se dire j'ai bien fait de sortir à ce moment-là. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit et c'est ce qu'on en fera nous. Ma stratégie, elle a toujours été, et tout à l'heure j'étais un petit peu volontairement, comment dire, Provocateur un peu. trop volontaire dans ma Hmm. stratégie, c'est-à-dire qu'en général je sors quand même par palier Hmm. et je ne change jamais d'objectif principal. Je m'explique. Si je me dis, je sors mes bitcoins à 250 000, ça ne veut pas dire je sors tous mes bitcoins à 250 000, ça veut peut-être dire je sors 50% de mes bitcoins à 250 000, mais il y en a 50 qui vont être sortis avant, par palier, à partir d'un certain niveau. Ces certains niveaux-là, c'est eux ma variable d'ajustement, Hmm. et c'est eux qui me disent, j'ai sécurisé ça, j'ai sécurisé ça, j'ai sécurisé ça. Et ma règle d'or, quand je suis en période entre le moment où ma stratégie d'investissement s'est mise en place et ma stratégie de sortie commence à pointer le bout de son nez, c'est de me dire, je ne réinvestis pas à ce moment-là. Parce qu'un choix qu'on a fait, éclairé, avisé, averti, à un moment, en se disant, avec toutes les données que j'ai, je pense que ça, c'est raisonnable. Je crois que c'est une erreur de le remettre en doute quelques mois après, justement parce que les narratifs viennent aussi parfois nous Hmm. euh, modifier notre vision de la chose. Mais est-ce que c'est vraiment notre vision à nous, celle qu'on s'était fabriquée avec des mois, des semaines, peut-être des années d'expérience, et un choix à un moment sur lequel on a statué? Je crois que ça vient modifier cette vision que l'on a et je pense que c'est une mauvaise conseillère. Ça ne veut pas dire que ça va échouer. Ça veut dire que c'est une mauvaise conseillère. Et là, si on échoue, on est dans le transfert de responsabilité. On a écouté, on a du narratif et on s'est dit, ouais, ok, tout le monde dit ça, il y a ça qui se passe, lui a dit ça, la Fed, tu vois, le pivot de la Fed. Écoute, tout ça, c'est bien, mais c'est plus notre stratégie. Ça nous appartient plus, ça. Donc je dirais que sûrement, si je réfléchis bien à ce que je fais, bien, je pense que moi, ma stratégie, je la tiens toujours au moins à 50%. C'est-à-dire l'objectif que je me suis fixé, je finis toujours par l'atteindre avec au moins 50% de mon objectif de départ, c'est-à-dire avec 50% de mon investissement de départ. Mais il peut y avoir des sorties par palier avant. Et en général, ces sorties-là permettent, quoi qu'il arrive, de couvrir largement mon gain, en tout cas de minimiser la perte que j'ai si jamais j'étais sorti uniquement à ce moment-là. Hmm. Parce que je vais me retrouver avec 60, 65% du gain que j'aurais pu réaliser in fine. Mais au final, je me dis renoncer à 35% et être tranquille et éviter le risque de crash. Et puis si jamais ça crash, justement, bah, avec ce que tu as déjà accumulé, tu es déjà en gain. Donc rien t'empêche de revendre à ce moment-là et de rester sur une position gagnante. Hmm. C'est un conseil d'humain, c'est pas un conseil de trader, Non, non, c'est mais pas un c'est. conseil très... Et puis on donne pas de c'est un conseils en conseil de... investissement, je précise, mais malgré tout, c'est un super bon conseil que tu Ouais, donnes. c'est un conseil de paix intérieure plutôt et de se dire, tiens, je vais respecter l'humain que j'étais à ce moment-là, qui au moment où il a pris sa décision a décidé ça. Évidemment, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hmm. Donc, je dis pas qu'il peut pas arriver à un truc extraordinaire et où on se dit, mais là, les ETF, c'est le cas, hein, mais on n'a pas assez de recul pour changer de décision, Non. tout à fait. Mais aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai un peu deux, j'ai un peu deux idées de ce qui va nous se produire. C'est est-ce qu'on va encore avoir un cycle là et potentiellement on en aura un autre derrière si on en a un ici, ou alors là on a un cycle mais qui va plus. Non, ça va pas être un cycle. On va partir dans une phase haussière, mais qui aura pas la cyclicité du halving et donc des 4 ans, donc avec en gros 18 mois de bull run et puis ensuite une phase de correction, stabilisation, puis bear market. Je crois que je suis plus en mesure aujourd'hui
de décider, de savoir ce qui va se passer. Mais par contre, ce que je peux décider, c'est au moment où j'ai décidé de ma stratégie, je pense que j'étais avisé à ce moment-là. Il n'y a pas d'argument qui vienne remettre en cause cette décision que j'ai prise à ce moment-là, donc je ne change pas ma stratégie. Hmm. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, si on a un narratif, si on a quelque chose de vraiment imposant ou quelque chose de systémique qui vient contredire ou au contraire confirmer, pourquoi ne pas ajuster? Hmm. Mais changer, non. On va rester sur de l'ajustement, pas du changement. Enfin, on va rester. Je reste. Parfait. Et si tu devais imaginer le timing de ce top-là, mettons donc dans l'idée qu'on soit sur un cycle malgré tout, Ouais, il y en a beaucoup qui parlent de généralement fin d'année, ça part en fou, et j'en vois plein qui parlent eux, de vendre pas avant début 2025, donc janvier, février. Moi, ouais. j'imagine être sorti avant, personnellement, parce que j'ai l'impression que tout va tellement vite que j'ai l'impression que c'est un espèce de cycle ultra énervé. Euh, bon, mais tu me fais réfléchir. Faudra que je repense à tout ça et je médite. Mais moi, je le voyais comme ça. Idéalement, je me voyais être sorti peut-être même avant octobre ou novembre, tu vois, dans le meilleur des mondes, si j'ai atteint mes objectifs. Alors là, je pense Toi, que, tu vois ça où? compte tenu des éléments actuels, je dirais que ce que tu m'as dit là, c'est-à-dire sortir en 2025 parce qu'on va avoir un bull run qui commence 180 jours, peu ou prou, après le halving, ça, c'est sûrement valable avant ETF. Ouais, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un risque que ce soit pas tout à fait un cycle comme les autres, dans le sens où la temporalité sera pas la même. Je veux dire, les figures vont pouvoir se ressembler, Hmm. mais la temporalité ne serait pas la même. Pour moi, là où on est aujourd'hui, c'est déjà comme si le bull run avait commencé depuis un mois et demi, finalement, ou pas loin quand on prend les cycles précédents. Si tu te dis, mais on est où? Oh, on n'a aucune Pas de raison sens. d'être là où on est Hmm. aujourd'hui. Hmm. Alors, soit on ferme les yeux et on se dit, c'est super, il va se passer la même chose que d'habitude, on va faire un On va se x10 régaler. par rapport à maintenant, là, génial, on va aller à 650 000, 700 000, parfait, et ce sera en 2025. Non, j'y crois pas tout à fait. Je pense qu'il y a une possibilité que ce soit comme ça, mais je pense qu'il va y avoir trop de choses à faire avant. Et vu là où on est, je vois mal, c'est pas le cycle qui va nous diriger, hein, c'est nous, les utilisateurs, qui allons sortir avant. Parce que si à un Ouais. moment on va taper des choses qui nous semblent effectivement à Hallucinante. 120, 130, 140 000, imagine, Ça va vite déjà. comment ne Hmm. pas se poser la question de sortir? Comment? C'est impensable, presque. C'est que ce qui était possible, et pour avoir vécu les cycles précédents où à 20 000, je me suis dit, allez, je vends. Non, non, allez, j'avais dit 50. Tu vois, puis j'ai commencé à vendre à 50 et j'ai fini avec une réévaluation de ma stratégie. J'ai dû vendre les derniers, mais j'en ai aussi acheté, attention, parce que dans les stratégies de sortie, il y a aussi des stratégies de consolidation Donc j'en ai vendu une grosse partie aux alentours de 64, 67, mais j'en ai aussi acheté à ce prix-là. Peu après, un peu avant. Je pense que tout va se jouer cette année sûrement. Je Hmm. dirais que 2024, c'est sûrement le moment de le faire. C'est l'année, 2025, ce sera vraiment pour les guerriers de l'espace. ouais. Ceux qui sont Les intouchables, et dégènes. qui sont inébranlables et qui n'ont rien à perdre. Ouais. Ou alors les téméraires, les plus téméraires d'entre nous. Mais je crois pas que de manière raisonnée, on puisse s'attendre avec ce qui se passe aujourd'hui et là où on est actuellement. C'est-à-dire que si on était parti de 15 000, je t'aurais dit oui, ok, on sort en 2025, sûr, on va être gagnant. Mais en partant de 60, aujourd'hui, je sais pas combien on est, 67 000, je pense, Ouais, dans ces j'ai pas eaux-là. regardé. 66, Mais 67, on surfe 68, enfin, on autour est des entre 69. 67 et 70. C'est déjà lunaire d'être là où on est. On a d'ailleurs touché 69 420. Aujourd'hui, non. Non, Ah non, non, c'était hier, je je veux crois. dire. Hier, hein, Ah oui, oui, ok. on a fait Bah, on a même touché, moi, sur ma plateforme, on a touché 69. 70, 300. Oui, oui, oui. Non, mais c'était pour reprendre le chiffre, tu sais, le fameux Ah oui, 69 et le 420. ah Donc, oui, je oui, voyais ok, les gens, ok, ils pardon. attendaient, ils étaient devant leur écran, ils ont screenshoté 69 420,69. J'étais comme les gars sont trop attaqués, quoi. Ouais, c'est ça. On a du temps Non, à écoute, perdre. je pense que ouais, quelque chose a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus les mêmes traders qu'on l'était il y a 3 ans ou 2 ans. Ouais. Le marché a changé parce qu'on a une adoption. Les cycles sont ce qu'ils sont, mais de manière logarithmique ou arithmétique ou graphique. Enfin, tu vois, ils nous donnent pas tout à fait les mêmes résultats non plus. Et je crois que ça va aller plus vite cette fois-ci, ouais. Je crois qu'on va, soit on aura ce cycle, cette montée un peu plus lente, où il n'y aura pas de correction majeure, mais qui va nous amener un peu moins haut,
soit on va avoir un cycle et on va tous les deux nous faire mentir et ce serait formidable pour tous ceux qui vont en profiter. Ouais, Et on le souhaite ils aux vont autres. Ouais. sortir à 600 000 et ils vont dire ouais, grave, Julien, vous étiez complètement dans le beurre. On va écouter l'épisode et on va dire, tabarnouche, Ouais, on était à waouh, qu'est-ce l'ouest. qu'on a été mauvais. Mais en même temps, on n'est pas trader, on est des utilisateurs de ça. Moi, Ouais, je veux dire, je passe pas mes journées à regarder ce qui se passe. Je passe pas mes non, non, journées bien sûr. en tout cas, je passe mes journées à être intéressé par ces questions-là. Je fais pas des analyses toute la journée. Bah, toi non plus, j'imagine, parce que tu travailles toi aussi. Ben, des fois, je me dis, une chance que je travaille parce que sinon, je passerais beaucoup trop de temps sur les écrans. Ouais, Et je l'ai fait, c'est. hein, et je l'ai fait pendant 2 ans avec mon épouse. On a travaillé H24 toute la journée à faire de l'analyse des Hmm, rentrées en position, sorties. Bon, à ouais, l'époque, en plus, il n'y avait rien de vraiment automatisé pour le faire. C'est sûr que c'était extrêmement payant, mais d'un autre côté, pour hmm. le coup, en termes aussi de Ah, ça philosophie brûle. de vie, bah, on n'avait pas de vie. Ça brûle, ouais. On faisait ça toute la journée. Bon, c'était cool. Au moins, vous C'était faisiez à aussi, deux, je quoi. pense, au Vous début faisiez de en la couple. Covid. Nous, on était encore en France. On allait venir ici. On n'avait plus rien chez nous. Toutes nos affaires étaient parties en container. Puis finalement, notre avion a été annulé. Donc, on est resté coincé Ah en merde. France pendant des Sans mois. On rien. s'est dit, tiens, si on faisait du trading, allez, on va s'y Ouais, mettre. ouais. Bon, c'est pas tout à fait. On tradait déjà, mais c'est aussi quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je dirais que on a une certaine vision de ce qui pourrait se passer, qui peut être raisonnable. Et si on doit prendre un 50-50, ouais, 2024, c'est pas mal. Si on sort avant la fin de l'année, je pense qu'on prend pas de grands risques. Bon, Oui, en on tout cas, perdra peut-être une partie de ce qu'on aurait pu gagner, ouais, mais on sera gagnant. Et c'est on ça sera qui est gagnant quoi important. qu'il Et arrive. on sera fier de ce qu'on a fait. Et je trouve que, pour revenir un peu à cette dimension aussi humaine dont on parlait beaucoup au début, hein, si on gagne, on peut célébrer notre victoire quoi qu'il arrive et quel que soit ce qu'on a gagné. Ouais. Quand on perd, faut l'encaisser. Et il y a C'est plein de gens un goût amer dans la bouche. qui pensent avoir la tolérance au risque, une tolérance extrême au risque, et qui en réalité s'effondrent. Et ça, c'est ce que je souhaite à personne parce que j'en ai pas connu spécialement qui ont connu de grosses choses comme ça, mais j'ai connu des victimes de Hmm, fonds, de choses comme ça, et qui leur argent a disparu. Ça fait des ravages, et je pense qu'il faut que ça reste un outil de liberté, absolument. d'émancipation, de responsabilisation, et l'argent, et ce qu'on en fait, après, c'est une conséquence à ça. Et si on le fait raisonnablement et qu'on le fait avec justesse, et qu'on se dit, ok, je me respecte là-dedans aussi, est-ce que... bah, je pense que c'est peut-être la meilleure des choses qu'on a à faire, hein. Facile à dire quand on a déjà gagné de Hmm, l'argent hmm. avec, évidemment. Non, mais c'est super C'est un important ce que tu discours dis. je suis pas un nouvel entrant, et ça me donne aussi un peu plus de mesure, parce que j'ai un peu moins de fougue, parce que j'ai déjà aussi Ouais. connu le côté grisant d'un marché haussier, et puis de se dire, allez, on sort pas, on perd Ouais. un jour, on gagne le lendemain, Mais génial. c'est La vrai que c'est vertu quelque n'est chose plus là pour qui, moi. c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir parce qu'on le voit en ce moment. Bon, je suis beaucoup sur X et je regarde, je suis pas mal de comptes pour anticiper les news, les narratifs, tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a un qui disait on imprime des SMIC en ce moment comme on respire quoi. C'est pour ceux qui ont un peu d'argent et qui sont sur des shitcoins, des trucs qui montent dans tous les sens. Et c'est vrai que faut pas oublier que si à un moment donné on gagne de l'argent qui peut changer vraiment notre vie. Et c'est vrai que quand on part, moi je suis parti de zéro, donc en fait quelque part tu dis so what? Si je perds, je retourne à la case départ et j'aurais vécu une belle expérience. Et c'est un peu ce qui m'a drivé à prendre à être un gros gambler sur le dernier bull run et qui m'a amené à faire des performances hallucinantes. Sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est resté un chiffre, comme tu disais. Et c'est ça la difficulté, c'est que d'un côté, on doit être détaché de ce chiffre-là. Pour faire de l'argent, il faut être détaché de ce chiffre. C'est comme un score dans un jeu vidéo. Mais d'un autre côté, il faut pas être que gambler, il faut être aussi prudent et ramener la réalité en mode, bah, ça c'est des vacances en famille, ça c'est peut-être acheter une maison, ça c'est bah, prendre ma retraite 10 ans plus tôt. Et en fait, de se rappeler ça, et en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont déjà assis sur des gros gains, prenez-en peut-être une partie et essayez de ne pas faire all-in nécessairement parce que ça peut mal finir. Alors que vous pouvez vous assurer au moins que l'histoire finira bien. Vous n'aurez peut-être pas sorti au plus haut, mais personne ne le fait, ou très peu de personnes. Donc, d'une certaine Oui, et façon. puis quand on le fait, faut pas oublier qu'on le fait souvent qu'avec une partie. Euh, Ben oui, exactement. on sort Personne pas fait avec la 100% de totalité vente sur ben le non, dernier c'est tick, ça. quoi. Le all-in et sortir à la TH. Non, quand on fait Personne. un all-in, c'est oui, on a fait all-in sur le Bitcoin, mais on a oublié de dire qu'à côté, on a 90% de notre portefeuille qui est sécurisé ailleurs.
Donc, faut pas non Exact. plus se laisser griser par les résultats ou les statistiques qui parfois sont un peu mensongères. C'est quelle est la Absolument. situation de celui qui dit qu'il a fait ça. Je dis pas qu'il ment. Je dis c'est quoi son narratif à On n'a lui, peut-être pas justement. tout, C'est quoi. quoi son histoire? C'est quoi son patrimoine? C'est quoi sa situation? Moi, j'avoue que j'ai quand même. Je pense que je suis aujourd'hui à 25% du montant que j'avais au plus haut. Ah ouais, t'es pas retourné sur ton ATH. Oui, parce que t'es sur Bitcoin Non, Ethereum. non, non, parce que j'ai toujours Ouais, pas mal de positions à effet de levier qui sont en ouais. cours et qui, dès que Ethereum va retrouver un tout petit peu de voilure, je vais Un petit retourner peu de couleur. très très haut parce que j'ai des gros effets de levier. Mais encore une fois, j'ai fait ça parce que j'avais pas de risque de liquidation, j'avais énormément de collatéral et je m'étais dit à un moment, même si je sors, c'est pas grave parce que c'est de l'argent que j'avais déjà gagné. Hmm. Donc je pouvais le perdre et je pouvais le risquer. Et ça, c'est la chose. Et je me suis, depuis la TH du dernier bull run, je me suis fixé une règle qui est de dire je dois toujours, lorsque je fixe une stratégie, encore une fois, c'est très personnel, ça n'a rien Bien sûr. d'universel, mais je me suis toujours dit avec quoi je vis aujourd'hui, combien il me faut pour vraiment améliorer ma vie. Est-ce qu'il faut que je rajoute 20%, 10% par mois, 15%, 50%, 100%, et de me dire déjà ça, c'est un objectif. Ah, c'est de me dire je gagne X par mois, si Ouais, je gagne 2X ou 1,5X, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que quand je suis à la retraite, 1,5X, c'est ce qu'il me faut? Ok, et c'est devenu ça mes objectifs. En fait, c'est de dire, après ces objectifs sont devenus multistratégiques, c'est-à-dire que j'ai dit, bah tiens, sur cette stratégie-là, je veux que ça me fasse ma vie à la retraite. Cet objectif-là, c'est mon salaire. Donc moi, j'ai trois niveaux, comme je disais tout à l'heure, d'objectifs comme ça. Il y en a un, c'est de fabriquer un salaire quotidien. L'autre, c'est de fabriquer un salaire mensuel. Et l'autre, c'est de fabriquer une rente annuelle. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Mais j'ai commencé d'abord par le quotidien, évidemment, parce qu'au départ, t'as pas grand-chose pour fabriquer le gâteau. Puis une fois que j'en ai eu beaucoup, bah, je me suis dit, ok, je passe sur du plus long terme, mais moins risqué, enfin du moyen. Puis après, je passais sur du long avec quasi zéro risque. C'est de la rémunération, c'est du stacking. Mais je suis parti de cette idée de, hmm, tiens, il faut quoi pour payer ma vie? Si j'ai le double, bah, j'ai une vie qui est deux fois meilleure. C'est déjà pas mal. ouais, C'est-à-dire que je peux pas l'avoir en travaillant, ce double-là, mais je peux l'avoir avec ça. C'est énorme. Et quand on en arrive là, et quand ça reste qu'un chiffre, tu as raison de le dire, c'est qu'à un moment, il faut convertir ce chiffre en réalité, en réalité. Et la réalité, c'est ça, c'est de se dire à un c'est moment, ça. ouais, ok. Et on peut avoir une super surprise et se dire, oh, tiens, ça a dépassé mes attentes de ce côté-là. Ça, je passe sur une stratégie moyen terme et le reste, je peux le laisser à Exact. risque. Ça y est. Ouais. Et là, on devient cette fois-ci, j'imagine, quelqu'un qui peut sortir au meilleur moment, qui peut Parce prendre qu'on le a les risque de bonnes sortir au meilleur dispositions moment, parce que psychologiques. quoi qu'il arrive, il sera gagnant. Ouais. Et Et quand ça, je dis le c'est meilleur moment, c'est le plus haut. le, le Fire Number. Hein, c'est, pour ceux qui connaissent, je vous invite à faire une petite recherche Google et de calculer votre Fire Number, qui est donc le chiffre que vous devriez avoir en théorie pour pouvoir vivre tranquillement de ce patrimoine-là jusqu'à pour toute votre retraite. Et tu vois, moi, je l'avais pas calculé, mais je l'avais atteint lors du dernier bull run. Alors j'ai un style de vie qui est très modeste et très économe. Hein. J'aspire quand même un jour à augmenter mes dépenses, mais c'est quand même, je pense que si j'avais calculé ce chiffre avant, quand je l'aurais vu s'afficher sur mon téléphone, je pense que j'aurais cash out. Alors que Ouais. n'ayant Elle aucun dit objectif objectif un précis, atteint. Ouais. voilà. Alors que là, tu vois, moi je partais à 10 millions dans ma tête. Tu vois, j'ai dit, allez, let's go 10 millions, j'ai choisi un chiffre. Et en fait, on traite pas un PNL, en fait, on traite un marché, on regarde les signaux qui nous sont envoyés et on traite une situation personnelle qui nous est Absolument. propre et par rapport à nos objectifs de vie. Tu sais. Oui, et un mauvais conseiller, c'est tout ce que l'on fait quand on regarde des vidéos sur YouTube et qu'on se retrouve avec des gars qui nous parlent de portefeuilles mirobolants, Ouais, qui nous montrent des exemples de trading où ils ont des positions à 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions et où ils te ça te fait disent, rêver, ouais, quoi. regarde, j'ai fait ça. Bah, évidemment, ils font 1%, ils changent de. Enfin, nous, on changerait de vie pour leur pourcent à eux. Mm. Eux, c'est anecdotique pour eux. Et ça, Ouais, il faut bien se le rappeler aussi, c'est que ramenons ça à ce que c'est-à-dire ceux qui font ça ont les moyens de le faire. ouais. C'est que moi, j'ai pas les moyens de mettre 10 millions sur un trade et de risquer de le perdre. Non, Ouais, si je fais ça, je perds probablement tout ce que j'ai. tu perds tout, quoi. Je vais devoir vendre mes guitares moi, et ma casquette. Et la casquette, on n'aura plus rien, et la chemise. Bon, bah écoute, franchement, Raph, je pense que ça fait quand même vraiment le tour de toutes les questions. J'en aurai encore, mais à un moment donné, on va s'arrêter, quitte à faire un autre épisode dans le futur, peut-être plus avancé dans le bull run, si le cœur Ouais, t'en ce dit. serait intéressant de se revoir dans quelques. On est en quoi là? Mars, hein, Donc, début 10 mars. mars, ouais, Moi, je peut-être. serais ravi qu'on se revoie effectivement, peut-être en juin ou en Ouais, juillet, peut-être et en qu'on juin se cet dise, été, tiens, ça, je pensais. Ouais, où est-ce qu'on en est? Et tu te rappelles ce qu'on a dit? ouais, Est-ce que je tu penses réécouterai toujours la même l'épisode chose? avant. Est-ce que le narratif a modifié ta stratégie de sortie ou pas? J'écrirai les objectifs 250 000. Alors, où est-ce qu'on en est?
C'est ça. Et les gens qui t'ont découvert aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être communiquer avec toi, ou est-ce que toi, tu as envie de partager, je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube, si tu es sur Instagram, sur Twitter, ça peut être aussi ton travail de photographe ou de musicien que tu veux partager. Tiraf, TYRAF underscore QC sur Instagram. Parfait. C'est pas mal les photos que je fais, mais on peut me poser n'importe quelle question. Je serais toujours ravi de partager comme je disais, moi, que ce soit la photographie, les documentaires, Ouais, la crypto-monnaie, tout ça, c'est ce que je suis et c'est ce que j'aime. Donc, je serais ravi ou des guitares d'ailleurs. des guitares. On peut parler de tout ça, poser des questions. Je serais ravi d'y répondre si jamais, parce que ce sera au moins un échange, ce sera enrichissant de ce côté-là. J'ai sûrement pas de réponse qui soit universelle, mais j'ai mon expérience pour moi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, si elle vous intrigue ou vous intéresse, n'hésitez pas. Parfait, je mettrai le lien en description et du coup s'il y a des questions aussi sous la vidéo, vous gênez pas justement pour laisser des commentaires, nous dire si vous avez apprécié le contenu et s'il y a des questions je les ferai remonter à Raph pour avoir ses lumières là-dessus. Donc merci à tous d'être restés jusqu'ici, merci à toi Raph d'avoir pris du temps en ce beau dimanche enneigé pour parler crypto, c'était super agréable et puis donc on va se reparler en juin pour un petit following de la situation. Parfait. Eh ben, je te remercie. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop bavard, mais Un on peu, je parle avec pense. passion. C'est ça. À bientôt. Parfait. Merci. Salut tout le monde. Bye bye.